Choco Le Ber. Choco Le Ber, ça fait un moment qu'on se connaît, on s'était encore jamais vu et ça fait trop plaisir. Tu m'accueilles chez moi aujourd'hui, c'est génial. Chez toi? Je t'ai dit quoi? Tu m'accueilles chez moi? Ouais. Tu m'accueilles chez toi? Je coupe pas, je couperai rien du tout. De toute façon, c'est comme ça. Merci déjà de m'accueillir, ça fait plaisir. On va aller taper une séance d'entraînement après. J'ai préparé quelques petites questions. C'est même pas des questions spécialement poussées, c'est plus dans l'esprit d'avoir une converse et d'aller un peu plus loin dans le personnage de Choco Le Ber qu'on ne connaîtrait pas trop. Parce qu'on connaît un peu le Choco Le Ber qui est sur les réseaux à travers YouTube principalement. Yes. Mais on le connaît pas trop à côté. Et même moi, tu vois, je suis avec, je connaissais pas beaucoup de choses. Et là, on a discuté ne serait-ce que 5 minutes, j'ai déjà appris plein de trucs. Yes. Et déjà, j'ai appris ton prénom. Ouais. Mais ça, c'est ouf. Ça, c'est un truc. En fait, je dis pas mon prénom tout simplement pour une raison professionnelle et parce que tout simplement, il y a mes amis, il y en a la plupart qui connaissent pas mon prénom. Donc, sérieux? Il y en a plein qui connaissent pas mon prénom. Par exemple, une fois, j'ai organisé une fête et en fait, mes anciens amis connaissent mon prénom. Ok. Et j'avais organisé une fête chez mon ex et tout ça. Puis il y a des gens qui disent ah putain, c'est trop cool. Tatata nous a invités. Il fait mais c'est qui Tatata? Il fait mais c'est celui qui t'a invité. Mais ah Choco, ouais. Ah mais c'est ça son prénom? Bah ouais c'est ça. Donc en fait il y a des gens qui connaissent pas extraordinaire. Connaissent pas mon prénom. Tu sais que j'ai jamais pensé. Pourquoi tu as voulu faire ça? À la base de chez base. De quoi? De te dire je dirai pas mon prénom. Parce que je pense qu'il faut garder une part de mystère. Ok. Et comme j'ai dit pour le boulot etc. J'ai voulu garder ça un peu. Parce que dès le départ, donc tu as commencé YouTube il y a 6 ans maintenant. J'ai regardé ta première vidéo de tout à l'heure. Ouais. Pour aller voir un peu, je fais bon, il vient d'où ce personnage? Parce que moi, je t'ai connu de par le foot américain, forcément, étant joueur moi-même, je suis tombé sur tes vidéos à un moment, je sais plus comment. Et je fais remonter aux origines. Est-ce qu'il a commencé avec ça ou pas du tout? Et en fait, pas du tout. Enfin, ta première vidéo, c'est la perte de gras. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, je me suis lancé sur YouTube. En fait, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? C'est qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide. Mais ça se voit. Ça se voit. Ça se ressent. Ça se ressent. Parce que même là, tu sais, je t'ai dit, t'as jamais fait de podcast? Et tu me dis non. Et là, je fais ok. On va le dévergonder un petit peu. Et là, ça se sent. Et malgré que tu fasses du YouTube, étant donné que là, c'est du one shot, c'est un format qui est complètement différent. En vrai, tu peux te lâcher. Mais il faut prendre le temps de se lâcher et ça vient pas comme ça, forcément. Donc, à la différence de toi, comme tu parlais, que toi, tu es la même chose en vidéo ou en vrai, moi, Choco Le Ber, c'est un personnage. Ok. En vrai, je suis beaucoup plus calme, je suis plus posé. Donc, c'est totalement différent. Et quand je suis derrière une caméra, d'un coup, c'est « Bonjour à tous, c'est Choco Le Ber, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. » Et ouais, c'est deux personnages totalement différents. Super et même, intéressant. Maintenant, en fait, pour moi, ça me pose problème. Parce que j'ai plus envie d'avoir ce personnage genre, hyper pétillant, etc. J'ai plus envie d'être moi. Ouais, donc, cool. Du coup, dans les vidéos, il y a des gens qui me disent ah, il a l'air moins speed, etc. Et puis en fait, non, c'est juste que je suis en train de mettre ma vraie personnalité dans mes vidéos. Ok. Et voilà. Ouais, je trouve ça super bien du coup. Parce que on découvre vraiment un personnage et je trouve que c'est bien. Parce que là, j'aime pas parler une facette. Tu sais, les gens qui s'inventent un personnage, vraiment, même quand ils te voient, ils sont comme ça parce qu'ils ont besoin, ou alors ils sont même pas à l'aise avec qui ils sont réellement, ils ont besoin de mettre en place ce masque. Et ça fait plaisir de te découvrir en réel. Donc avant de commencer sur les réseaux sociaux, déjà, qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans au départ? Parce que toi, tu viens de République Dominicaine, si je dis pas de conneries. C'est ça. C'est tes origines ou est-ce que alors, tu viens... J'ai un papa qui est suisse, une mère qui est dominicaine. Ok. Je suis né en Suisse. Ok. J'ai toute ma famille en République dominicaine, etc. Donc j'ai beaucoup voyagé en République dominicaine. Nice. Je suis un vrai Suisse, mentalité suisse. T'as l'accent suisse. Non, je trouve pas que j'ai l'accent. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais t'as pas l'accent suisse, etc. Mais je suis en vrai genevois. Je suis originaire de Fribourg, mais j'ai fait toute ma vie à Genève. Ok. Donc j'ai vraiment cette mentalité suisse là et quand même un côté un peu foufou à la dominicaine vu que j'ai beaucoup voyagé là-bas. Ok. Donc ça place espagnol. Claro. Parce que je me disais, il est doux ce mec. Et puis en plus, t'es tatoué partout et tout. Donc t'as ce style d'un mec qui est clairement pas d'ici comme ça. C'est pas de se tatouer partout. Bon, on le voit de plus en plus. Mais t'as des gens qui font vraiment ça. Et tes tatouages, toi, ça venait de la culture là-bas. Comment ça s'est passé? Alors tous mes tatouages ont une signification. Donc sauf celui du cou. C'est le seul qui a pas de vraie signification. Sinon tous mes tatouages sur mon corps ont une signification. Mais c'était par rapport à tes origines? Alors j'ai un côté qui est suisse. Comme celui-là là où tu as tout simplement marqué Switzerland, Genève, et avec les petites croix là où c'est marqué Fribourg d'où je viens. Et Genève, le canton de Genève, le drapeau de ma commune de Fribourg. Ah ouais. Après, j'ai ma fille sur le bras.
crabe. Après, j'ai mon grand-père, ma grand-mère. Après, ça part sur la République dominicaine. Et là, j'ai fait exactement la même chose dans la République dominicaine. Avec là d'où je viens en République dominicaine. Avec les petites croix et tout. Avec les petites croix, ouais. Et franchement, c'est super stylé. Bon, vous verrez que si vous regardez la vidéo, sinon ça va être un peu compliqué. Mais ok, tu vois, je pensais à tatouage parce que forcément, moi, ça m'impacte dans le sens où, bah, comme tu le vois, moi, je me fais tout enlever. Donc, j'essaye de comprendre les gens qui, eux, s'ancrent de l'encre, c'est le bon terme en plus, vraiment à vie, et de se dire cette signification, elle ne changera jamais. Vas-y. Moi, mon premier tatouage, je l'ai eu à l'âge de mes 16 ans. J'avais demandé à mes parents, etc. J'avais fait une liste de pour et du contre, etc. Et en fait, pour moi, tous les tatouages, à part le dernier que j'ai fait dans le cou, mais ça, c'est plus parce que j'avais envie d'un truc symétrique et j'arrivais pas à trouver un truc. Mais sinon, tous les tatouages que j'ai ont une signification et je peux pas les enlever parce que ça représente quelque chose de ma vie. Je voulais pas faire un truc, un Infinity ou autre chose, ou un autre tatouage, je sais pas, je dis un Infinity, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et en fait, pour qu'après je le regrette, tu vois. Par exemple, je vois ma compagne, il y en a certains, elles veulent les enlever. Parce qu'ils soit ils sont mal faits, etc. Et ils n'ont pas vraiment de... Le problème, il est là aussi, c'est que des fois, tu as une signification quand même, mais le design ne te plaît plus. Limite, tu te dirais, bah, je fais enlever, et je refais faire mieux. Mais c'est ce que je voulais faire. J'étais parti pour ça, moi, au début, et tu vois, l'avant-bras est presque terminé. Ça ressemble plus à grand-chose. Mais je m'étais dit, je vais tout enlever, et je vais recommencer. Mais au final, le processus pour l'enlever est tellement long que tu cogites sans arrêt dessus. Et plein de fois, je me suis dit, ok, je vais l'enlever, je vais faire ça à la place. Je vais m'enlever, je vais faire ça à la place. Puis plein de fois, tu te dis, en fait, non, je vais pas faire ça, je vais faire ça. Et tu vois à quel point tu n'es pas sûr de toi. Jusqu'à un point où tu te dis, je cherche juste à quelque chose à mettre par-dessus un truc que j'aurais enlevé. Mais si dans ma tête, j'avais envie de me faire tatouer, bah, je me le ferais pas spécialement, tu vois. Du coup, ça fait que tu te retrouves à être dans un scénario où tu veux juste recouvrir le truc. Et ça, c'est problématique parce qu'à mon avis, moi, je me connais, je suis un peu impulsif et spontané et des fois débile, du coup. Tu te fais un truc, tu te le fais enlever, tu te fais recouvrir et là, t'en veux plus. Alors, c'est pour ça que pour moi, la signification des trucs, tu vois. Enfin, toi, t'avais à New York, c'est ça? Ouais, vu que j'ai vécu à New York, tu vois, en fait, tout avait une signification, mais ça ne s'embriquait pas de la manière dont je voulais. Le rendu final, quand je regardais mon bras, je me disais, ça ne rend pas ce que moi j'avais en tête. Du coup, je ne le supporte pas. Bah moi, tout est réfléchi 1000 fois dans tous les sens justement pour pas regretter plus tard. Jamais t'as regretté un truc? Non. Ok. Non. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, t'avais refait des tatouages. Enfin, pas refait, mais t'avais pas fait des retouches des mêmes tatouages? En fait, c'était compliqué. À la base, j'étais avec un premier tatoueur. Et ça s'est pas très bien passé, je passais par des infections, etc. Alors que j'ai jamais fait d'infection sur mes tatouages, tu vois. Et finalement, j'ai changé de tatoueur. Et, t'as plus rien eu? J'ai plus rien eu, etc. On a fait les séances. C'est un super gars, il s'appelle Brian, donc Brian Teach. Et franchement, il a rattrapé certains trucs sur mes tatouages. Par exemple, on voit pas, mais là, j'ai Guillaume Tell. Ok. Tu vois qui c'est Guillaume Tell? C'est celui qui se trouve sur les pièces de 5 francs en Suisse. Il représente la Suisse, voilà. Et en fait, sur les nuages de la montagne, j'avais le soleil d'un côté et j'avais l'ombre du même côté que le soleil. Ok. Ah ouais, du coup, ça. Ouais. Et du coup, en fait, c'est le tatouage. Il me fait, mais en fait, là, il y a une couille là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et du coup, il essaie de rattraper, etc. Mais voilà, le tatouage, il est comme il est là et c'est comme ça que je le voulais. Ok. En fait, si je parle de tatouage, tout ça, c'est pas anodin. C'est non pas parce que moi je m'en fais enlever, c'est parce que ce week-end, j'étais sur un séminaire à Tours, comme je te disais, sur les réflexes archaïques. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Bon, il y a toute cette histoire de réflexes, etc. Mais il y a des autres trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sortent de l'environnement du réflexe, mais qui ont des incidences. Par exemple, une montre Whoop ou une Apple Watch ou quoi, peut faire interférence sur des douleurs que tu peux avoir, sur des générations de force que tu pourrais avoir. Ça va créer une espèce d'instabilité. Et moi, je ne crois pas trop à ce genre de truc. Tu vois, je suis très terre-à-terre, pragmatique, sceptique au possible. Et il y avait un gars qui intervenait, enfin pas qui était intervenant, mais qui était dans les membres du séminaire, mais qui n'était pas, enfin comment je te dis ça, qui était que client en fait. Et il y a du travail sur les tatouages. Et moi, j'ai été vraiment sur le cul. C'est que le tatoueur, enfin pas le tatoueur, l'encre en elle-même peut créer des interférences, donc comme je te disais, jusqu'à bloquer ton potentiel de force. Et là, je fais, c'est quoi ce bordel? Et il me fait essayer. Et il y a un test qui s'appelle le O-ring test, où tu sais, tu as tes deux doigts comme ça. Et le but, c'est de voir quel type de force, enfin, quelle quantité de force tu vas être en mesure de générer pour garder les doigts fermés comme ça. Donc le mec, il va mettre un doigt de chaque côté, et il va tirer le plus fort possible pour réussir à l'ouvrir ou pas. Et de là, bon là, ça devient n'importe quoi, mec, j'ai halluciné. Mes tatouages que je regrette, forcément, j'ai une mauvaise relation avec eux. Il me fait, vas-y, mets ta main dessus,
Et tu penses à ces tatouages à la con que tu veux enlever et je fais ça. Et j'avais zéro force. Genre il m'a enlevé les doigts comme ça, j'y croyais pas. Je fais bon, ok, d'accord, je donnais toute ma force. Je dis bon, je veux bien que je suis gaucher, mais là il y a quand même un problème. Okay. Et il y en a un ici que je garde, tu vois, celui-là. Et il me dit, est-ce qu'il y en a un que tu veux pas enlever? Je dis ouais, celui-là. Et il me dit regarde-le bien. Il te fait aller dans les émotions. Et franchement, je suis terre à terre. Hein. Okay. Mais vraiment, je crois pas à ce genre de truc. Hein. Donc tu me diras si tu as déjà entendu parler de trucs comme ça. Et il me fait, tu te remémores pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu ne le regrettes pas du coup, et pourquoi tu es content de l'avoir fait ici. Et tu le frottes comme ça. Et tu le frottes et tu te remémores ça. Et du coup, tu changes complètement d'état d'esprit parce que tu penses plus à la même chose, tu penses plus à la destruction, tu penses à celui-là. Et là, évidemment, comme tu peux t'en douter, il n'arrivait plus à ouvrir mes doigts. Et tu penses quoi de ce genre de truc? J'y crois. Ouais. J'y crois. J'y crois parce que moi, j'ai pas mal de potes qui ils ont eu déjà des expériences comme ça. Puis je pense qu'il y a un côté un peu qu'on ne connaît pas, tu vois, de ce monde un peu. Je suis très terre à terre comme toi et du coup, j'essaie de m'ouvrir. Tu sais, je suis pas fermé à me dire ouais, ça n'existe pas, etc. Ouais. J'y crois. Quand surtout c'est des gens comme toi, terre à terre, qui me le disent. Ah, mais moi, j'étais au plus sceptique. Ouais. J'ai été invité sur ce séminaire. Ouais. J'y vais parce que ça me faisait sortir de... Parce que tu sais, j'habite en France depuis pas très longtemps et j'en peux plus. J'ai vraiment envie de repartir à l'étranger. Et du coup, je fais, ça me ferait sortir de chez moi. Le mec m'offre son séminaire, je paye juste le train et l'hôtel. Mais derrière, ça me permet de découvrir une nouvelle ville. En plus, je sais pas si tu connais Tours. Non. C'est une super ville au final. J'avais plein d'a priori. C'était super cool. Donc très content. Bon, il a fait beau, ça a joué. Parce que moi, je suis très anti-pluie, ça me gonfle quand il pleut. Et toi, étant de République Dominicaine, à mon avis, t'es un peu de ce délire-là. Pareil. Mais du coup, j'ai découvert des trucs. Bon, je ne saurais pas les reproduire moi, mais forcément, j'ai halluciné. Enfin bref, c'était un peu la parenthèse tatouage. Je me suis dit, forcément, je suis en perpétuelle réflexion sur ces trucs-là. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à augmenter tes perfs. Peut-être aussi, ouais. Mec, je suis une bite en développé couché. Je sais pas si... Enfin bref, c'est aussi... mais je cherche à comprendre des fois, et j'ai cherché à comprendre pourquoi, du coup, ce lift-là en particulier... C'est le tatouage. Ne monte pas. Mais tu rigoles, mais il y a eu des trucs... Il m'a fait... Mets-toi comme ça. Faire ta mobilité d'épaule intérieure et extérieure. Donc là, ouais, comme ça. Okay. Et voilà. Là, t'es keblo. Donc, t'as pas une hyper bonne mobilité de rotation interne. Moi non plus, tu vois. Il me fait enlever ma whoop. Okay. Tu me crois si j'ai gagné 15 degrés comme ça et tu la remets et tu l'as perdu. Okay. Et en fait, c'est des signaux parce que ta mobilité en soi, tu l'as, mais c'est juste que ton système nerveux te bloque. Ouais. Il veut pas que tu y ailles. Okay. Et le fait d'enlever certaines interférences, ton système nerveux se relâche et te laisse y aller. Okay. Incroyable. On testera tout à l'heure au gym parce que moi, j'ai fait, mais vous vous foutez de ma gueule, tu vois. Je suis tellement, comme je te disais, je suis tellement terre à terre. En plus, j'ai un collier, j'ai une pierre. Et il me fait, enlève ton collier, ton machin et tout. Et en fait, tous ces mecs. Tout nu. Ouais, ils ont pas de. Tu sais, les mecs qui prônent ce genre de truc, ils n'ont pas de tatouage, ils n'ont pas de piercing, rien du tout. Moi, je suis dans la merde. Ouais, voilà, tu vois, je te regardais, tatouage partout, là. Mais vraiment, si c'est une incidence. Et je me suis dit, mais attends. Est-ce que potentiellement mon bench il est nul à cause de ça? Après, évidemment, ce serait trop facile, ce serait un raccourci. Ouais. Mais est-ce que je me suis vraiment posé la question? Là, tu te dis, ça sort un peu du monde rationnel qu'on connaît. Ouais. Depuis quand? Tu vois, Whoop, en plus, un abonnement mensuel. Je m'étais dit, j'aime bien, ça me donne des datas, tout ça, c'est cool. J'ai payé 1 an. Est-ce que du coup, je prolonge? Et lui, en gros, il m'a dit, jette à la poubelle, quoi. Ah, gros, t'es sérieux? Enfin, tu sais, ça fout un peu le seum. C'est comme si on te disait, demain, ton Apple Watch, vaut mieux que tu l'enlèves. Ouais. Maintenant, tu t'y es habitué. Bon, moi, on me l'a donné, donc ça va. Ah, toi, t'es bien, toi. Mais par exemple, tu t'en sers pour faire quoi? Franchement. À quoi elle te sert aujourd'hui? Pour le temps, quand je suis au fitness. Le temps. Parce qu'entre chaque répétition, je dois avoir un temps bien précis. Ton temps de repos? Ouais. Ok. C'est juste pour ça. Et la musique, c'est tout. T'as la musique directe dessus? T'as pas besoin de ton téléphone, en gros? J'ai Spotify. Ah, en gros, ça remplace ton téléphone complètement. Ouais. Franchement, je dis ça, les gens qui écoutent, ils doivent se dire bolos, évidemment. Je sais pas, j'ai pas d'Apple Watch. J'ai eu une Apple Watch, c'était une vieille qu'on m'a offert en Australie. Mes clients me l'avaient offert quand je suis parti, mais j'en ai jamais racheté. Et figure-toi que là, j'allais en racheter une. Okay. Et maintenant qu'il y a eu cette histoire d'interférence, je doute sérieusement. Okay. Ils me disent, le mec qui run le séminaire, Lucas, en fait, c'est l'épisode juste avant celui qu'on est en train de faire là. Il a une montre aiguille. Et c'est tout ce qu'il a. Pas de piercing, rien du tout, machin. Est-ce que tu as fait un traitement du genre Invisalign ou est-ce que tu as des fils de contention derrière les dents maintenant? Tu vas les avoir. Je vais les avoir. Je te jure. Bon, moi, je suis en train de le faire là. Et ça, j'ai déjà entendu ça par contre. Ah ouais? J'ai déjà entendu des gens qui avaient des caries, des caries, plombages. des problèmes, des plombages. Ouais. Et d'un coup, ça une inflammation et du coup, tu perdais toute force, etc. Tu vois, on retombe en plein dedans. Ouais. Parce que c'est pareil, ils nous disaient, si vous avez des plombages, ça peut créer des problèmes. Ouais. Des douleurs que tu n'arrives jamais à régler. Tu vas chez le kiné tout le temps et tu n'arrives pas à le régler en fait.
Et le fameux fil de contention. Donc vas-y, le fil de contention, faut pas en mettre, Bah non, du tout. Enfin, du tout. C'est la même chose. Mais encore une fois, c'est pas... Enfin déjà, j'allais dire c'est pas une science exacte, mais je vois pas comment c'est backé par la science. Ouais. Mais il y a des gens à qui, en effet, le mec me disait, on l'a enlevé, il n'y a plus de douleur. Au final aussi, le problème, c'est que si tu écoutes un peu tout le monde, il y a des interférences un peu dans tout, tu vois. Ouais. Entre l'électronique, etc. Bah, surtout si le monde dans lequel on vit, tu vois, il faudrait vivre loin de tout, avec rien. En autarcie. Ouais, voilà, dans la forêt. Mais en vrai, tu rigoles, mais... Ils sont foutus pour foutus. Ouais. Te dire, Mais c'est ça qui est attristant quelque part, parce que tu te dis, en fait, tu peux rien faire. Peut-être que la télé, elle balance des ondes, peut-être que la caméra... Mais derrière tout ça, donc pour en revenir sur les réflexes archaïques, tu avais des trucs... Les réflexes archaïques, long story short, c'est des réflexes que tu as quand tu es bébé, qui te maintiennent en vie, parce que sans ta maman, tu n'as plus rien, tu meurs, enfin, tu peux pas vivre tout seul quand tu es né. Et c'est des réflexes qui, normalement, quand tu grandis, disparaissent. Sauf qu'aujourd'hui, notre société fait qu'on est tellement assisté ça, c'est vrai, que du coup, on les garde, mais sans le vouloir. Tu vois, par exemple, si tu n'es pas allaité par ta mère, si tu es né en césarienne, ça peut avoir des traumas que tu ne détectes pas, mais qui se manifestent à travers ces réflexes. Et où je voulais en venir sur ces réflexes-là. Putain, j'ai perdu mon fil. J'étais sur un réflexe, un réflexe sous les pieds. Tu sais, quand ça te chatouille sous les pieds. T'es chatouillé sous les pieds ou pas? Oui. Est-ce que Morgane, elle est chatouillée sous les pieds? Oui. Ok, bah tu vois, ça, t'as des gens, ils sont chatouillés, d'autres pas. Okay. Et moi, je les ai catégorisés, bah il y en a qui sont que chatouillés, d'autres pas. Tu vois, c'est genre, ils ont de la chance. Okay. Et en fait, c'est ce fameux réflexe. Okay. Et si tu l'as pas, enfin si en gros, on te chatouille sous les pieds, ça te fait rien, ça veut dire que ton système nerveux, il est plus confort, il est en sécurité en ayant des choses instables sous les pieds, tu vois, genre des graviers ou quoi, comme si tu marchais pieds nus dehors. Alors que si tu es chatouilleux, bah, tu vas voir que si tu marches sur une plage de galets, tu vas pas trop kiffer, quoi. Ouais, bah t'es tout entre les deux, je sais pas, moi perso je kiffe pas trop. Non, ça va, je suis pas... Et de ce fait, bah là on se dit, bon ok cool, ça va me servir à quoi? Mais en fait, si t'es méga stable, bah, t'as un meilleur squat. Donc la force que tu as déjà, de toute façon ça c'est perdu, moi j'ai des cheveux en compote, donc t'as quoi les cheveux en compote, donc bon ok. Ça aide pas. Ça aide pas. Mais tu vois, c'est des éléments où tu te dis, j'arrive pas à progresser au squat par exemple. T'as un bon squat? J'avais un bon squat, oui. C'est triste de parler. T'as quel aujourd'hui? J'ai 31 ans. 31? J'ai fêté 32 en novembre. Ah, t'es de 91? 91, oui. Okay, 91. En Suisse, on parle. Ça fait plus sens en vrai, hein, les 70 et tout. 70, 80. Je soutiens vraiment. Même si à Genève on dit 80, ça serait 80. Pourquoi Genève on dit 80? Parce qu'on a genre on dit 70, 80, 90. Ouais. Parce qu'à Genève, on est un peu, il faut pas le dire, mais on est un peu français, non, je rigole. Ça va faire plaisir aux Vaudois et mais là, pour le coup, pour cet aparté, je soutiens, parce que le 70, 80, 90, pour moi, ça fait pas de sens. Ça fait genre, je suis teubé, j'ai besoin de 4 fois 20, ça fait 80, enfin bref. Mais ouais, du coup, 91, enfin... 91. Comment on dit? 91. On dit 91. Ouais. C'est celui que j'arrive le moins à retenir, celui-là. Des fois, on me le dit au téléphone, bah, il y a un membre du Hybrid Training Club, il est de Fribourg d'ailleurs. Ouais. Et il me sortait des 91, machin et tout. J'ai un petit temps de réaction, tu vois. Ah oui, c'est vrai, 91. Ok. Je suis 90. Ok. De 90. 90. C'est ouf. C'était quoi ton meilleur squat? De 30, de 40. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, à quel poids de... vidéo. Ouais, pour prouver, point range of motion. C'est pas un truc, bah ouais. Poids, j'étais à 98 kg, 98. Ok. Eh putain, ça va. 230 kilos squat. Ouais. Oh putain. Et c'est marrant parce que j'ai atteint les 230 quand j'avais 20 ans. Ok. Le mec était un freak of nature. Ouais, franchement, je m'entraînais comme une brute. Et après, j'ai eu genou, dos, tu sais, tous les trucs en fait. Tu t'es blessé derrière. Ouais, je me suis blessé derrière parce que voilà, je faisais des deadlifts comme un cochon, etc. Ok. Et après, en fait, il m'a fallu du temps pour me réadapter. J'arrivais pas à squatter à plus de 160. Et après, c'est reparti 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230. C'est hallucinant. Ouais. Tu travaillais comment pour monter sur ces charges-là? Tu faisais du powerlifting ou pas du tout? Rien à voir. Tu sais, moi, je me suis toujours... Alors, c'est bête à dire, mais je me suis toujours entraîné au feeling. Mais non. Je te jure. Ah, c'est beau de dire ça. En fait, j'en parlais avec Saverio, le patron de Keep Up à Genève, là, qui avait une salle de CrossFit, et il disait que c'était franchement la meilleure chose à faire, en fait. J'en parlais avec lui, parce que au final, quand tu t'entraînes
Et on va dire que tu suis une prog. Alors maintenant, je suis en train de le faire. Parce que l'avenir de Choco a changé. Mais en tant qu'athlète, si tu suis une prog, et moi c'est comme ça que je l'ai toujours vu en fait, tu suis une prog. Alors, je savais ce que je devais faire dans ma semaine. Je savais à peu près le nombre de répétitions, etc. Mais ça a toujours été un peu au feeling, si je me sens bien, si je me sens pas bien, etc. Et en fait, j'en ai parlé avec plusieurs athlètes, tu vois, et le problème, quand tu suis une prog, et ça arrive à nombreuses personnes, c'est qu'ils se blessent, bêtement. Parce que d'un coup, tu es malade, tu veux suivre exactement les mêmes perfs, le même type d'entraînement, et en fait, tu viens de blesser, tu viens de faire un petit truc. Je ne suis jamais, à part quand j'avais 21 ans, 22 ans, où je me suis blessé une fois au dos, et je me suis jamais blessé au fitness, proprement parlé. Ouais, tu t'es blessé qu'au foot, quoi. Ouais, qu'au foot. Ouais, on va rigoler avec ça. Ouais. Je viens de comprendre, en fait, ce que tu disais quand tu dis que tu t'entraînes à l'instinct, enfin, genre au pifomètre. Ouais. Quand tu allais à la salle, tu savais quels exos tu allais faire? Non. Non? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, comme j'ai... Du coup, j'ai pas compris. T'as pas compris? Non, en fait, le truc, c'est que... Vas-y. Dans la semaine, je sais que je dois faire ça comme entraînement. Par exemple, je dois faire dos, je dois faire pec, je dois faire ischio, je dois faire quad, etc. Suivant comment j'ai été blessé, par exemple, par rapport au foot américain, j'ai privilégié, par exemple, un entraînement de ce type-là. Par exemple, je vais privilégier dos, parce que, je sais pas, les jambes, elles sont HS en début de semaine, tu vois. Et je vais totalement, genre, faire une adaptation par rapport à comment je me sens physiquement par rapport au football américain. D'accord. Après, si je suis blessé, bah, c'est sûr que je vais mettre moins lourd et je vais pas vouloir suivre ma prog. Ça fait sens. C'est ça que je voyais moi plutôt. Et après, le nombre de répétitions, si je sais que j'ai une fourchette, alors c'est du rire un peu freestyle, mais je sais que j'ai une fourchette je dois faire entre 10 et 14 répétitions. Si je suis en forme et que j'ai mon poids, par exemple, je suis pas à mon max, bah, j'en fais 14 et ainsi de suite, j'augmente mes poids, mais j'ai jamais vraiment de truc fixe, où je me dis, là, il faut que je fasse 12 répétitions et au pire, j'ai un rire de 1. Non, j'ai une fourchette de 10 à 14 répétitions, si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, bah, j'en fais 10. Là, moi, ce que je voyais, comment j'ai compris le truc, c'est en gros, évidemment, enfin moi, je crois pas au pourcentage. Parce que forcément, comme tu le dis, bah, y a des jours où tu es plus fatigué, donc ton pourcentage que tu as fixé il y a peut-être une semaine, il est peut-être plus exact le même aujourd'hui. Ce qui fait que si tu avais un 100%, je passe 100 kilos la semaine dernière, et aujourd'hui ton 100% que tu vas pas faire, c'est 90, tu es fatigué, on te dit ah bah mets 90%. Et en fait, tu peux pas, parce que tu es cramé. Donc ça, moi, j'y crois pas du tout. Tout ce qui est pourcentage, RPE et même rire, en vrai, moi, je l'utilise pas. Bon, rire, je trouve c'est le truc le plus pertinent, entre guillemets, mais je l'utilise pas quand même. Moi, je vais toujours en rire 1, en fait, rire 0 limite. Je vais au maximum à chaque fois de ce que je peux, en tout cas sur l'échec technique, pas musculaire mais technique. C'est important de préciser ça, parce qu'il y en a qui vont se flinguer sinon et qui vont dire ouais, Quentin il a dit que... Mais tu vois, le truc c'est que les pourcentages, c'est exactement pour ça aussi que je n'ai jamais fait d'entraînement pourcentage, parce que c'est la pire des choses, tu vois. Ton 100% d'aujourd'hui n'est peut-être pas ton 100% demain. Complètement. Et après, le truc c'est que ce style d'entraînement là ne convient pas à tout le monde. S'entraîner au feeling. Tu veux dire ça, oui. S'entraîner au feeling, il faut avoir quand même une certaine discipline et savoir que quand tu vas à la salle, c'est pour t'entraîner. Parce que tu donnes un entraînement au feeling à quelqu'un qui n'a pas le mindset pour, il va faire de la merde. Mais tu étais coach déjà à cette période? Attends, c'était quand? Non. Dès le départ, j'ai fait du football américain, donc 2009, j'ai commencé à m'entraîner comme ça. Et même avant, quand 2009, j'ai commencé, parce que j'ai jamais eu de coach. Jusqu'à maintenant, jusqu'à septembre l'année dernière. Mais en fait, moi, comme je viens du hockey, et que tu faisais du hockey sur glace avant? Du hockey sur glace, j'ai commencé à 4 ans et j'ai fini à 17 ans. Ouais, tu t'es mis dans des proportions déjà. Et moi, je partais au Québec, j'allais faire des camps de préparation à Laval, etc. Tu sais, moi, putain, je devais... Ah, et ça, t'en as jamais parlé? J'en ai parlé un peu. Vite fait, parce que tu avais fait une vidéo équipement de hockey. D'ailleurs, je me suis posé la question. Mais ouais, j'en ai fait pendant longtemps. J'étais un très bon gardien, j'étais gardien de but. Parce qu'en fait, j'étais gardien de but parce que j'étais trop cogneur quand j'étais petit. Et mon entraîneur de l'époque, Louis Matt, qui est maintenant qui est en Ligue nationale A, qui est en Ligue nationale B, il est coach, je sais plus où. Bref, il m'a dit, écoute, il faut qu'on le mette en gardien parce qu'il frappe tout le monde. Le mec est angry, quoi. Il a la haine. Donc en fait, j'avais mon coach aussi. J'avais un coach de gardien qui s'appelle Sébastien Beaulieu, qui est l'entraîneur gardien de l'équipe de France et du Genève Servette. Et en fait, c'est lui qui m'a fait toute cette préparation mentale, en fait, d'avoir ce mindset de compétiteur, etc. C'est intéressant ce que tu es en train de dire. Et en fait, c'est lui qui m'a appris à être la personne que je suis
la personne que j'ai été à travers mes vidéos. Ok. Et c'est grâce à lui que j'ai tout appris, en gros. Ouais. Et sans lui, ben, j'aurais pas pu faire cet entraînement au feeling parce que j'aurais pas eu cette capacité à me pousser en fait à chaque fois aux entraînements. Parce que tu avais cet objectif, voilà, cette vision déjà que tu regardais. Tu étais en mode hier, j'ai ma vision, donc je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Exactement. C'est important, mais vraiment important de le préciser, parce que c'était très bien fait. Parce que en entendant s'entraîner, si tu sors le truc du contexte et que tu dis s'entraîner à l'instinct, on m'a dit que c'était le meilleur des trucs à faire, à la sortie du contexte, tu vas faire n'importe quoi. Tous les gens vont faire n'importe quoi. Parce que moi, quand je pense à ça, je pense à un mec qui vient de s'inscrire à Basic Fit, il connaît rien. Il rentre dans le Basic Fit, il voit des machines. Il voit les poids libres, mais vu que les poids libres, c'est pas écrit dessus ce que tu peux faire avec, d'instinct, tu n'y vas pas. Tu vas sur une machine parce qu'elle est guidée. On te dit quoi faire dessus, il y a les dessins, il y a les machins, on te dit quel muscle tu vas faire, du coup tu fais ça. Et ça représente un énorme pourcentage de la population, et c'est ça qui est triste, de gens qui ne vont jamais au-dessus de ça en fait, et qui vont juste tester toutes les machines, qui vont passer 1 heure, et on se dit ok j'ai passé 1 heure dans la salle, qui vont faire ça 3 fois par semaine, et pourtant ils ont instauré déjà ce qui était le plus important, tu vois, de passer la porte du gym 3 fois par semaine, c'est déjà le plus gros du travail. Mais derrière, étant donné que ça fonctionne comme ça à l'instinct, il n'y a pas de progrès. On commence à couler, il n'y a pas de vision comme toi tu l'as vu, et là ça fait toute la différence. Et là je comprends mieux ton raisonnement maintenant, parce que je l'ai eu fait une période de m'entraîner à l'instinct, mais mon perso, ma vision n'était pas assez claire. Et le fait, je me permettais de le faire parce que j'étais coach, et que j'avais été formé, et que je savais plus ou moins quoi faire à chaque fois. Malgré tout, je progressais plus. Et c'est un peu le problème, après 7-8 ans d'entraînement, tu progresses plus, tu fais bon, je vais peut-être me remettre une structure, quoi, histoire de… Parce que c'est vrai que tu atteins tes objectifs, enfin pas tes objectifs, mais tu atteins ton potentiel naturel, entre guillemets, assez rapidement. Bon, on va me quoter là-dessus encore une fois, parce qu'on l'atteint jamais véritablement, parce que si on l'atteignait, enfin, pour l'atteindre, il faudrait une discipline hors norme, mais on atteint, on va dire, au moins 80% de ça relativement facilement. Donc une fois qu'on l'a, c'est soit tu te dis, je suis content de ce que j'ai, je vais cruiser, soit maintenant, je vais atteindre les 100%, et là, par contre, tu mets les œillères, tu mets la vision, et tu mets tout ce qu'il faut derrière. Par contre, c'est un rythme de vie de FDP. Hein. Voilà, après, derrière, tu es un robot. Donc forcément, toi, aujourd'hui, tu prépares tes repas et tout. J'ai toujours préparé mes repas. En fait, moi, j'ai pas été coach tout de suite, mais j'ai toujours été très autodidacte à me renseigner. Moi, tu sais, moi, j'étais à l'époque, c'était journal Flex et muscles, c'est comment putain, les muscles… Putain, il y avait un autre journal, bref. Ah oui, Muscle and Fitness, Men's Health. Ouais, c'est Muscle Fitness. Et du coup, en fait, moi, je suis de cette génération-là parce qu'on n'avait pas YouTube. Ah, je te suis. Hein. Et tu devais chercher toi-même les informations. Et en fait, j'ai toujours tout fait moi-même. Et c'est marrant parce que je regarde, j'avais fait des photos, parce que moi, sur mon iPhone, j'ai le cloud et j'ai des photos de mes meal prep de l'époque. Mais ça, c'est hyper important. Putain, je le fais pas, tu vois. Moi, j'efface les photos. Mais et en fait, je me suis mis à l'époque, je pense que j'avais 19 ans, à suivre les diètes de certains bodybuilders. Genre d'un gars qui s'appelle Bayek. J'ai encore les photos sur mon ordinateur, sur mon cloud. Et en fait, tu regardes les quantités de nourriture que je mangeais, c'est même plus que maintenant, et les quantités de poulet, etc. Tu sais, parce que nous, on n'avait pas YouTube, donc tu apprenais par toi-même, et après, tu faisais tes corrections. Et au final, là, la diète que je suis aujourd'hui avec mon coach, au final, ça ne me change pas trop de… je mange plus, mais au final, moi, j'ai toujours pesé, j'ai toujours fait ça. T'as toujours fait tout ça? Tu traques MyFitnessPal? Non. Alors, comment tu fais? Alors, moi, comment je faisais? J'allais regarder tout simplement sur Internet. J'aime pas FitnessPal. Enfin, je prends juste FitnessPal pour mes clients la première semaine, les 2 premières semaines, pour qu'ils me notent leurs calories, pour voir ce qu'ils mangent eux. Mais sinon, je fais pas avec… pour toi, en fait, chaque repas, tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Et du coup, sinon, j'ai un programme qui s'appelle Nutrilog aussi. D'accord. Et avec ça, je peux regarder les quotas calories, etc. Ok. Et tout, donc, donc tu fais ça, mais ça, c'est exemplaire. C'est discipliné. Mais j'ai toujours fait ça. Puis je sais que si je fais pas ça, je pars en couille. Je suis obligé d'être carré. Toi, t'es un ancien gros. Je suis un ancien gros. Ça se ressent dans ta manière de parler par rapport à l'alimentation. Mon physique a toujours… tu sais, quand t'as été gros, et que, moi, quand j'étais plus jeune, on m'a offert, tu sais, genre un soutien-gorge. Oh, les bâtards. Tu vois. Et en fait, c'était rigolo, tu sais, parce qu'on était rentrés les gars du hockey, tout ça, mais à Noël, tu sais, c'est un truc qui te reste dans la tête, et tu sais, putain, tu reçois un soutien-gorge, tu fais… Ça, c'est le genre d'humour qui n'est pas vraiment drôle, parce que ça marque des traumas. Ça marque des traumas, hein. Puis du coup, en fait, depuis là, non. Quand tu as fait du hockey, donc tu as commencé à 4 ans, quand est-ce que tu as ressenti le besoin de faire de la muscu, du coup?
j'ai commencé... En fait, on avait une salle... J'avais 8 ans. J'avais 14-15 ans, je pense. Ok, ouais, et en fait, moi, j'ai commencé parce que je voyais que j'étais un peu gros. J'avais la mastectomie, donc la graisse, au niveau des pecs. Et en fait, je voulais faire disparaître cette mastectomie. Ça s'appelle une mastectomie? Parce que ça sonne comme vasectomie, là. Ouais, ça sonne comme vasectomie. D'ailleurs, j'en ai fait une de vasectomie. Sérieux? Ouais. Ça, j'en parlerai dans une vidéo. Mais non, c'est une mastectomie, si je dis pas de bêtises. C'est Morgane, qui est responsable de tout ça, des opérations, tout ça. Mais ouais, du coup, je me suis fait enlever la... Donc là, c'est pas une gynécomastie. C'est pas une gynécomastie, c'est en fait que tu as de la graisse au niveau des... Je le précise, parce qu'il y en a qui vont dire « Mais non, c'est une gynécomastie !» Non, c'est que tu as de la graisse au niveau des pecs. Ouais. Et en fait, pour la faire disparaître, j'avais acheté des poids et je faisais les pecs. Tu sais, quand j'avais 10 ans, je faisais les pecs tous les jours. Ah, donc tu as détecté ça relativement tôt et en fait, ton but, ça a été, il faut que je fasse disparaître ça, donc je vais faire les pecs. Donc je vais faire les pecs pour que ça fasse des muscles et tout ça. Ok. Et en fait, j'ai des photos de moi, tu sais, genre je coupe vraiment, tu sais, genre les pecs et tout ça. J'étais complexé très jeune, tu vois. Intéressant, putain. Tu as commencé la muscu du coup à 14-15 ans. Ouais. À quel moment tu arrêtes le hockey? J'arrête le hockey, j'avais 17 ans. Ok. 17 ans. Et tu commences direct le foot? Ouais, je commence directement le football américain. En fait, mes parents n'ont jamais voulu que je me retrouve sans sport. Ouais, mais pour la muscu, du coup, c'était pas... Parce que du coup, là, si on enchaîne, t'as fait 3-4 ans de muscu déjà. Ouais, j'avais fait 3-4 ans de musculation, mais c'était plus en mode préparation. Tu sais, c'était un petit gym, je pense qu'il était 2 fois plus grand que mon salon, tu vois. Ouais. Et ouais, il y avait une presse, je m'en souviens, il y avait une Smith Machine, et il y avait des haltères jusqu'à 30 kilos, tu vois. C'était suffisant pour l'époque, mais ouais, il y avait... et ouais, j'ai commencé directement après le football américain. Tout de suite, j'ai arrêté le hockey. Qu'est-ce qui t'a fait transiter en fait? C'est intéressant parce que là, je me dis que tu faisais déjà de la muscu et que tu as des gens, ils se prennent d'amour en fait pour la muscu et se disent en fait, j'arrête le sport et puis je me mets direct à la muscu. Mais toi, tu as switché d'un sport ultra violent à un autre sport ultra violent. Qu'est-ce qui m'a fait switcher? Alors, le truc, c'est que moi, j'aimais pas du tout mon coach. Ok, d'accord, mais c'est légitime. Hein. J'aimais pas du tout mon coach. Potentiellement, tu aurais continué si le coach... J'aurais continué, et d'ailleurs, il y en a plein qui ont arrêté après moi à cause de ce coach-là. C'est triste. Et ouais, en fait, j'avais plus envie. Quand tu es gardien, quand tu es gardien de hockey, c'est un stress qui est totalement différent que joueur. Genre, tu fais une boulette, tu fais une boulette et tu prends pour toi, tu te prends un goal, etc. T'sais. Tandis que quand tu es joueur, tu es attaquant, tu as les défenseurs qui sont derrière. Des défenseurs, tu as le gardien. Yes. Et c'est la dernière barrière. C'était la dernière barrière. Et en même temps, le gardien, c'était très, très compliqué. Wow. Ceux qui voient la vidéo, on le voit même pas. Il a une panthère chez lui. Voilà. Littéralement, c'est pas un chat. Mais vraiment, je suis sérieux, il fait un bruit de chat, mais c'est pas un chat. C'est mon petit Bengale Tyson. Donc, ouais, j'ai switché. J'avais plus envie de me faire chier. Et le coach, en fait, ce qui s'est passé, c'est marrant, c'est qu'on était à un match, j'étais en junior élite, et j'ai fait un match de merde. Ça peut arriver à tout le monde. Et il me fait un changement de gardien, etc. Donc je sors, je me fais remplacer. Et là, je me pose sur le banc, j'enlève mes affaires, et là, le coach, il me fait, il n'a pas besoin de rester sur le banc, il peut changer et aller dans les vestiaires. Je l'ai regardé, et ça, c'est pas le genre de truc qu'il faut me dire à moi. Ouais. Moi, je suis très genre, ah, t'es sérieux? J'ai plus jamais remis les pieds au club. Et j'ai plus jamais remis. Non, j'ai quitté comme ça et j'ai arrêté. Ok. Waouh. Comme ça. Après combien? 14 ans de hockey? 14 ans de hockey. Oh, c'est incroyable. Et en fait, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase et j'ai dit non, en fait, je vais pas tenir la saison avec ce coach. C'est un nouveau coach qui venait d'arriver en plus c'est pas cool. De France, donc c'était pas ouf. Et du coup, mes parents m'ont dit ah non, tu restes pas à faire son sport, donc. J'ai essayé, parce que mon père connaissait quelqu'un, j'ai fait du volley pendant 1 mois, mais tu me vois dans une salle en train de... Ouais, parce que tu vois le personnage, t'es un ours. Ouais. T'es énorme, tu fais quoi, un bon 1m85 facile? 83, ouais. 83? 83. Ça dépend quelle jambe. 83, c'est la jambe... Ah oui, c'est vrai que t'as un petit décalage. J'ai un petit décalage de 2 cm. Et ouais, volley... Puis t'es épais, quoi. Ouais. Une peau de facochère. Non, mais du coup... j'ai fait du volley, moi j'ai dit donc c'est pas pour moi. Ouais. Et j'avais toujours le football américain en moi, parce qu'à l'époque je jouais à NFL 2006. C'était même pas Madden? Excuse-moi, Madden 2006. Je me souviens toujours le générique, tu sais.
Et du coup, j'ai dit, vas-y, il faut que je fasse du football américain. Et je connaissais quelqu'un qui connaissait. Et puis du coup, je me suis lancé là-dedans directement. T'as stylé. Et j'ai fait les entraînements, j'étais en junior. Et comme j'avais déjà le physique j'étais déjà athlétique. Mais mec, si tu faisais la taille que tu fais aujourd'hui et plus ou moins le poids que tu fais, et quand tu es arrivé à 17-18 ans, ils ont dû te regarder avec des yeux genre trop bien. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que là, la première équipe, celle qui était en première division, ils m'ont dit viens jouer avec nous direct. Donc j'ai même pas joué en junior. Franchement, ça c'est moche. Le foot c'est moche parce que t'es jugé à ton physique direct. Si t'es un gros, on t'idolâtre parce qu'il y a besoin de lignes. Les lignes. Moi je suis arrivé, j'étais tout maigre. Moi j'ai joué corner au premier match. Ah ouais? C'était contre Zurich, j'ai encore des vieilles photos, j'avais un numéro, c'était le 89. Truc rien à voir, j'avais un style éclaté au sol, mais vraiment. Et du coup, j'ai fait 2 matchs avec eux et après ils m'ont dit bon, on redescend parce que sinon après tu vas pas pouvoir jouer ta saison junior. Ouais. Et j'ai joué 1 ou 2 matchs en junior en tant que linebacker. J'ai voulu mettre une patate à un gars. J'ai commencé bien, toi. Et je me suis fracturé le 3e métacarpe. Le mec commence direct. Et en fait, j'avais arrêté. Donc du coup, opération, etc. Et entre-temps, il y a mon coach de gardien, il me dit, écoute... Tu veux que je le coupe? Ouais. On est à combien là? 41, ouais, je couperai. Je me suis dit, oh, c'est même pas moi qui fais de boulet. Non, parce que lui, il pouvait m'appeler comme ça. Ok. Et il m'a dit, écoute, Choco, c'est dommage. Je mettrai un bip dessus. Tu mettras un bip, ok. Écoute, Choco, c'est dommage. T'as un vraiment bon niveau parce que moi, je m'entraînais avec la première du Genève Servette et si j'étais pas resté à Genève pour mes études, déjà à l'époque, quand j'avais 14 ans, on m'a proposé une équipe d'Ottawa, parce que j'avais fait les championnats du monde à Ottawa, ils m'avaient proposé de m'offrir une bourse, etc. Ouais. Et en fait, mes parents n'ont pas voulu. Et, dommage. Quand j'étais justement plus âgé, vers 17 ans, j'avais des propositions. Et comme je faisais mon école ici, à Genève, et que je ne pouvais pas quitter, donc j'étais bloqué à faire mes études à Genève. Et mes parents m'ont toujours dit les études first. Parce que moi, j'ai des amis, ils ont essayé. De faire passer le sport en premier, puis ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé, quoi. Donc après, tu te retrouves à 24, 25 ans, tu vois, et tu dois recommencer des études, etc. Non, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, que ce soit le sport et les études, ou même de se dire, je fais des études, ça me plaît pas trop, j'aimerais bien être entrepreneur. Et c'est là où tu te dis, ouais, mais attends, tu vas choisir une des 2 voies. Mais ça, si tu te plantes, ça ne veut pas dire que l'autre aura été mieux. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Au moins tes études, pour ceux qui écoutent, qui sont d'ailleurs en études, je pense que c'est hyper pertinent, qui se posent la question de se dire est-ce que je drop out ou pas. Déjà, si tu te poses la question, va au bout de tes études. Sans quoi tu auras des regrets derrière, parce que moi les études, tu les finis, tu sais ce qui t'attend. Au moins, tu auras ton diplôme. À partir de là, une fois que tu as terminé, tu fais ce que tu veux. Tu veux te barrer entrepreneur, tu veux tenter des trucs, fais-le. Par contre, si tu es là, par exemple, toi qui étais dans cette position de ok, j'ai mes études, ok, j'ai le sport, je comprends pourquoi. Du coup, tu as continué tes études. Parce que moi, c'était la valeur sûre de j'ai ça. Le sport, tu l'aurais fait, marché ou pas. Si ça marche pas, tant pis, mais ça ne veut pas dire que là, c'était mieux, là, c'était moins bien. Tu as choisi. Donc, à partir du moment où tu choisis, l'autre scénario, il n'existe plus. Mais du coup, si tu avais besoin des études pour un job parce qu'évidemment, si tu as envie d'être sportif pro, bon, ça, c'est vrai que c'est un scénario, tu as un pourcentage de chance de réussite qui est très faible, mais qui est quand même là, qui existe, donc il motive, voilà. Et derrière, tes études, tu avais peut-être un boulot que tu visais déjà aujourd'hui. Enfin, à l'époque, je ne sais pas si tu visais déjà un truc en particulier. Tu as fait quoi comme études? J'ai fait des études dans quelque chose de spécifique, je ne peux pas dire, parce que sinon c'est trop une niche et les gens vont savoir. Et mon travail m'a toujours dit de créer cette barrière. De créer cette barrière. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé, en fait. Ouais, je me suis posé la question. En fait, les gens, ils voient ma veste avec truc police de la République dominicaine et tout le monde pense que je suis policier. Peut-être que je le suis, peut-être que je le suis. Il y a un truc de. Ouais, en fait, j'ai une veste bleue avec. Parce que moi, toute ma famille en République dominicaine sont flics et militaires. D'accord. Et du coup, j'ai des écussons par centaines et voilà. Et du coup, j'ai collé un patch de la République dominicaine avec marqué loi et ordre. Et en fait, les gens, quand je faisais une story, Choco, t'entres. Et j'ai reçu, j'ai fait des screens les noms de messages. Genre, j'ai 30-40 messages. Choco, t'as dévoilé ton métier et tout ça. Et là où je travaille, il y a des barrières, etc., comme un poste de police, quoi. Les gens, ils ont une fascination avec ça. Donc, je comprends pourquoi vraiment tu fais cette délimitation, du coup, pas ton prénom. C'est intéressant, quelque part, les gens vont toujours essayer d'aller gratter. Ok, intéressant.
Donc du coup, tu continues à faire tes études. Je continue à faire mes études et un truc important aussi à dire, c'est que la différence entre la Suisse et par exemple les États-Unis, c'est que la Suisse, on est beaucoup plus terre à terre, tu vois. Par exemple, on nous a toujours dit jeunes, les études first, tu vois, genre même t'as vraiment ce truc où on avait des meetings, etc., qui nous expliquaient que les études, c'est quand même prioritaire, alors qu'aux États-Unis, on t'aurait dit le sport avant tout. Bah évidemment. Vas-y, tu vois. Évidemment. Et même si j'ai j'ai pas mal de personnes avec qui j'ai joué qui sont devenus pros, qui jouaient en nati, etc. Ok. C'est cool, tu vois, de les voir à la télé, mais je sais qu'il y en a certains, ils ont pas continué les études, tu vois, puis ils ont réussi à percer. Alléluia pour eux. Mais il y en a certains, ils n'avaient pas réussi, puis ils ont dû galérer après, tu vois. Okay. Il y a de toute façon. Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui peut réussir. Donc moi, j'ai préféré jouer la sécurité, surtout que mes parents ne m'auraient pas laissé, tu vois. Donc, il y a aussi ça derrière. Souvent, tu as les parents qui vont te dire, puis ils ont peur pour toi, en fait. Ils veulent ton meilleur, même si ça peut te bloquer. Faut le souligner parce que ça peut être bloquant. Tu vois, je pensais à un gamin, quand je jouais au foot américain l'année dernière, qui avait 18-19 ans, plein de potentiel. Très skinny, par contre, il avait besoin de paquer du muscle. Mais il avait une proposition de scholarship dans une école mexicaine. Ses parents l'ont pas laissé aller. Tu vois, je dis c'est dommage. Après, je comprends encore une fois les deux côtés, quoi. T'as les parents, ils sont là, ils veulent te sécuriser parce que forcément, eux, ils voient le pire scénario. Tu vas y aller, ça va pas marcher. Tu vas revenir, t'auras rien fait. Par contre, tu vois, j'aurais bien voulu faire mon école à Ottawa. Ouais. Quand j'étais plus jeune, parce que là, le truc, c'est que j'étais en études et je faisais du sport avec. Et là-bas, Canada, c'est le sport, enfin si les études vont, le sport... Et il t'avait offert une scholarship? Ouais, il m'avait offert. Ah ouais, j'avais fait des propositions parce que j'avais fait les All-Star Games là-bas pendant le championnat, j'avais été élu meilleur gardien, etc. Putain! Et, eux là-bas, dès qu'ils voyaient un potentiel... Ouais, scholarship direct. Ouais, direct. Et ils ont été contactés mon père qui était là-bas avec moi, mon père il a dit non. En fait, c'est le truc que j'aurais toujours voulu, tu sais, genre putain, j'aurais bien voulu, comme ça j'aurais parlé parfaitement anglais, etc. Et comment ton anglais aujourd'hui? Il est que si... je suis avec quelqu'un, alors je sais le lire, je suis sorti avec mon maman avec une anglaise, et en fait j'ai dû me débrouiller, et en fait mon anglais était parfait, et en fait comme je le pratique pas, tu le perds. Je le perds. Ah ouais, ok, parce que c'est vrai que les Suisses généralement ont un peu plus cette... Et encore... Ouais si quand même, vous avez plus d'anglais à l'école, parce que vous avez un pays qui est déjà dans la nation, vous avez déjà plein de langues. Ouais. Donc, toi, t'as appris l'allemand ou d'autres trucs comme ça? J'ai appris l'allemand, c'est un grand mot. Ouais, j'ai survolé l'allemand. Je sais dire les trucs pour coucher avec une femme, c'est tout. C'est le b.a.-ba, le basique, pas besoin de plus. Ok. Et du coup, l'anglais sans plus. L'anglais, je me fais comprendre, je peux le lire, je le comprends, mais c'est pas quelque chose, je vais pas avoir une conversation avec toi, etc. Par contre, à l'époque, quand je sortais avec mon ex qui venait de Londres, là, je commençais à... Après, elle t'a tège et c'était fini, quoi. Après, je l'ai tège. Tu la tèges? J'ai fait exprès de dire ça. Je l'ai tège. Il fallait que je la tège. Putain, mec, c'est ouf. Le scholarship à Ottawa. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on en apprend grave parce que c'est pas des choses que tu vas expliquer ou quoi. Et c'est toute la beauté du podcast d'apprendre à connaître quelqu'un vraiment de ses essences et de voir pourquoi il a fait ce qu'il a fait là. Ça fait sens. Du coup, tu continues muscu. Du coup, je continue muscu. Là, t'étais coach ou pas? Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de le devenir? En fait, putain, c'est compliqué. Si je te dis. En fait, je suis devenu coach. En fait, j'ai jamais eu le besoin de devenir coach parce que j'étais suffisamment autodidacte et j'étais suffisamment curieux pour connaître les choses. Et d'ailleurs, quand j'ai passé mon diplôme de coach, sur 20, j'ai eu 18,74, tu vois. Ouais. C'était sur 20? C'est sur 20, ouais. En Suisse? Ouais. C'est pas sur 6? Non, c'était sur 6, mais là, c'était une école qui faisait plutôt Europe. Ouais. Donc, du coup, j'ai eu 18,74. Je suis arrivé là-bas, je suis arrivé au cours, je suis là, j'ai appris des choses. Ouais. Ça m'a permis d'ouvrir certaines portes, de savoir, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Mais en soi, je connaissais déjà. Ouais, ça te donne surtout le droit. En fait, le truc, c'est que j'ai fait mon diplôme de coach parce que quand j'ai lancé mes programmes BAP Performance, et j'en avais parlé en story. En fait, j'ai lancé mes programmes et il y avait un autre coach quelque part en Europe qui est connu dans le football américain. Et en fait, il a commencé à me clasher. Il me dit, ouais, regardez, ce gars, il n'est même pas coach, etc. En fait, il l'a mis sur sa story Instagram. Oh shit. Et en fait, dans le milieu du football américain, tout le monde se connaît. Ouais. Et lui, il connaissait beaucoup de monde, tu sais. Puis en fait, les gens, tu sais, ils commençaient à m'envoyer la story. Et regarde ce qu'il dit sur toi. Et en fait, moi, j'aime pas répondre au clash parce que c'est quelque chose que, voilà, il y a des gens, ils ont essayé de me clasher. J'ai répondu OK avec un pouce en l'air. C'est vraiment le gars, il m'a envoyé des messages. Je fais OK. Ouais, tu perds pas ton temps là-dessus. Je perds pas mon temps. Et en fait, comme ça venait attaquer un travail que j'avais mis genre
4 mois, 5 mois avec Gaëtan Coach à réaliser. Je dis, je peux pas me laisser bouffer comme ça. Et en fait, ce coach-là m'avait contacté 1 année en avance. À l'époque, il m'avait dit, ouais, ça te dit qu'on fasse un truc ensemble, etc. J'ai affiché tous les messages qu'il m'avait envoyés sur Instagram. Il me dit, ouais, ça te dit pas qu'on fasse un truc ensemble? Je lui ai dit, écoute, je peux pas parce que j'ai déjà un projet, etc. Mais si ça tombe à l'eau, je te fais savoir. Ok, pas de souci, bonne continuation. Après le Covid, alors ton projet, ça avance comment? Ah, écoute, là, je suis en plein dedans et tout ça. Ah, ok, ça marche. Et en fait, il me balance une story comme ça où il connaît beaucoup de gens du football américain, où il clash mon travail, alors que lui, il est venu me demander. Et en fait, du coup, quand j'ai posté ça, il a enlevé toutes ses stories, il m'a bloqué et j'ai plus entendu parler de lui. Et au final, tu vois, genre, il est passé pour un blaireau. Ouais, c'est moche. C'est moche parce qu'au final, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une pharmacie là que l'autre, voilà, elle va piquer. Alors oui, ça va faire de la concurrence, mais voilà, on est suffisamment. Enfin, toi, tu as ton truc hybride. C'est pas pour ça que je vais venir te clasher ou quoi que ce soit, parce que voilà, il y a de la place pour tout le monde et pas tout le monde se voit dans un programme, tu vois. Genre, les gens ils vont aller dans hybride parce qu'ils voient quelque chose qu'ils ne verront pas chez Bab Performance. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus ça, c'est plutôt, enfin la plupart des gens en tout cas, ils viennent chez toi, c'est pas pour tes programmes, c'est pour toi. C'est pour toi. Ils achètent ton histoire, le lien la connexion qu'ils ont créé avec toi, et ça c'est important, c'est pour ça que j'aime le storytelling. Parce que là, tu vois, tu racontes pas mal de choses de toi que potentiellement plein de gens n'auraient pas connues, et potentiellement tu vends du programme parce que derrière les gens disent, ah ouais, en fait je connecte de grave plus. Je risque pas de vendre des programmes parce que j'ai tout enlevé. Pourquoi? Parce que justement là je vais faire la deuxième version et pour la rentrée en septembre, et tu sais, j'ai vu les erreurs que j'avais faites, j'ai pas eu de retour négatif, enfin très peu. Les gens m'ont dit, ah, il y a ça comme détail, mais tu sais, je suis quelqu'un qui travaille énormément en amont pour éviter d'arriver sur le truc et de balancer un truc en fait au bol et que les gens soient pas contents. Moi je veux toujours que les gens soient pleinement satisfaits, tu vois, et quand j'avais fait des sondages justement que j'ai envoyés aux gens qui avaient acheté le programme, j'ai eu très peu de retours négatifs. Perfectionniste. Ouais, perfectionniste, vraiment. Et ça c'est un gros défaut. Pire défaut. Voilà. Pire défaut. Pire défaut. C'est le truc que tout le monde dit, mais moi par exemple, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté YouTube. C'est que je suis trop perfectionniste. T'as arrêté YouTube? J'ai arrêté YouTube comme avant. Parce qu'à l'époque, je sortais une vidéo par semaine et comme je suis tellement perfectionniste, j'arrivais de mon travail à 4 heures jusqu'à 11 heures du soir. Tu sais comment je t'ai découvert? Je viens de penser là maintenant. Ça vient de me résonner. Je suis désolé, je te coupe. Vas-y. C'est ta vidéo Herbalife. Herbalife, putain. Ah, je l'ai regardé tout à l'heure encore. Et tu sais qu'il y a des gens, ils me disent, ouais, ça critique Herbalife alors qu'il est chez Prozis et tout ça, ça vend des produits Prozis. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. T'es rémunéré pour et tout, rien à voir. Je suis pas là en train de te dire. Tu vends pas un système pyramidal. Je vends pas un système pyramidal. Puis, et après, ce qui me fait marrer, c'est que c'est les gens d'Herbalife qui te coachent, tu vois, genre, je sais pas, t'es pas coach. Herbalife, j'ai eu mon fair share de ça aussi parce que je suis allé dedans à Sydney, moi. Ok. J'étais dans une période de ma vie un peu noire. Je venais de me faire quitter par ma meuf. J'habitais dans le même bâtiment qu'elle. Donc on se croisait souvent. Elle se retapait son ex. Donc je voyais son ex venir la chercher. Donc tu vois, j'étais un peu. C'était pas bien. Genre tu perds toute confiance en toi. T'es plus. Et j'avais un pote à cette époque qui était client au gym où je coachais et qui commence à me sortir Herbalife et machin tout ça. Forcément, il te met ça sur un plateau d'argent. Donc tu te dis, bah trop cool, j'y vais. Après, tu vas dans les réunions. Et les réunions, c'est. Tu vois, je vais pas dire, encore une fois, c'est pas une critique, c'est un ressenti que j'ai eu moi. J'ai des barrières face à ça parce qu'aujourd'hui, ça ne me plaît pas et j'ai eu mon expérience et je veux plus en entendre parler. Et du coup, pour moi, c'était du brainwash parce que il te formait pas à être un spécialiste en nutrition, mais il te formait à vendre des produits que tu ne connaissais pas et que tu ne comprenais pas. Et j'ai dit non. Et aujourd'hui, j'ai déjà eu des retours de gens en France qui font ça et qui disent si maintenant il y a des formations, ça. Trop bien, cool. C'est bien pour vous les gars et j'espère d'ailleurs qu'il y a ce genre de formations qui se sont mis en place. Comme ça vous rend plus crédible aussi. Mais il y aura toujours une partie où tous les gens qui sont tout en bas de l'échelle principalement, qui ne connaissent rien. Tu sais, j'ai vu des gens avec des t-shirts Herbalife, des sacoches Herbalife être catégorisés obèses. Tu peux pas. Non. Je veux bien que tu sois sur ton chemin mais tu vendras plus tard du coup. Pas maintenant. Je sais, et vu qu'il y a cette promesse, cet appât du gain, du marketing de réseau, moi j'aime pas. J'ai pas envie d'être confronté à ça toute ma vie. Dès que je rencontre des gens, leur proposer la opportunité. Ça, je peux pas. Mais après, encore une fois, c'est personnel et subjectif. Les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Moi, quand je vais dans les endroits, je me suis retrouvé une fois dans une réunion Herbalife sans le vouloir, avec une amie, je pose toujours les questions qui fâchent. les questions genre, mais pourquoi? Et en fait, les gens, ils sont là, ça parle chinois, et je fais, bah voilà. Oui, mais, non, il n'y a pas oui, mais, t'expliques, approfondis, explique ton sujet, t'es sûr de ce que tu es en train de dire?
Ok, d'accord. Next. C'est ça qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un magasin pour acheter un truc, le vendeur, il doit être formé au maximum sur son produit et du coup, bah, tu vois qu'il a une compétence. Donc, tu lui fais confiance. Mais là, ça donne accès à tellement de gens que tout le monde devient vendeur / coach de vie. Ça fait beaucoup de compétences en très peu de temps et du coup, bah, tu deviens un peu un escroc parce que tu n'as pas les compétences requises. Donc, c'est là où ça intervient. Évidemment, tu ne peux pas tout avoir. Si toi, soit tu as des spécialistes, soit tu as des mecs qui en fait, ils déroulent leur tapis et puis ils ont toute une collection. C'est marchand de tapis en fait. Donc pour moi, ça ne va pas ensemble et ça ne colle pas. Donc après, encore une fois, il n'y a pas de haine envers eux. S'il y en a qui écoutent et qui sont dans Herbalife, c'est OK. C'est pas un problème, vous faites ce que vous voulez. C'est votre problème hein, si vous voulez payer votre prot 80 balles le kilo. Bah, en fait, c'est malheureusement le système du... Enfin, malheureusement ou heureusement, c'est un peu le système... Tous les produits dans les systèmes de pyramide, ils sont très chers. Les gens vont me clasher quand on va dire système de pyramide, mais c'est ça, arrêtez, c'est ça, c'en est un. Faut dire les choses. Appeler un chat un chat. Voilà, et les produits sont obligés d'être chers, parce que vu que tout le monde se nourrit sur le produit, bah, tu es obligé. Il faut bien nourrir les 5% des 5% des 5% de chaque personne. C'est ça, ce qui fait que tes produits sont overpriced et du coup tu te dis mais attends c'est une protéine mais... Et moi je la consommais à l'époque, elle était bonne en plus cette protéine là, mais elle coûtait horriblement cher. Je me souviens c'était même pas 1 kilo, ça coûtait une blinde, je dis putain comment je vais faire et en fait après bah, tu engages des gens pour avoir ta prod gratuitement mais du coup l'objectif ça se détourne parce que tu vois le monétaire avant et tu te dis ouais mais je vais trouver des gens pas pour que eux gagnent leur vie ou changer leur vie, pour que moi je paye plus mes produits. Et c'est là où pour moi il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'apportes plus quelque chose de positif là-dedans. Enfin en tout cas c'est ce que j'en pense. Mais c'est comme ça que je t'ai découvert du coup. On aurait épilogué sur ce sujet-là. Mais ouais. Et merde, du coup le foot. Donc t'étais coach à ce moment-là. Non, j'étais pas coach. Non mais quand j'ai commencé le foot, j'ai fait mon diplôme de coach il y a 3-4 ans en arrière. Je l'ai fait à cause du gars qui m'avait clashé. Et du coup, en fait, je me suis dit, vas-y, en fait, il m'a poussé à le faire. Et c'est ça aussi qui fait chier, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir le certificat dans le pays qui dit que tu es coach. Tu vois, par exemple, en France, tu es obligé d'avoir le BPJEPS. Mais du coup, le BPJEPS, il permet de coacher en salle, mais en ligne, tu peux ne pas avoir fait la moindre formation et toujours pouvoir le faire. Évidemment, tu vas te faire clasher. Mais si derrière, tu as été mentorisé par un tel, fait ci, ça, des séminaires, des trucs qui ne sont pas reconnus, mais tu as développé des appétences énormes. All good. Bah, tu vois, K-Suisse. Bah oui, je sais. Bah, K-Suisse, lui, c'est trop marrant parce que bon, il est très brutal en plus de ça. Il te met la liste de ces trucs, il dit en gros débrouillardise, la street, machin. Mais c'est auto-fait quoi. Et derrière, le mec, bah, je suis son mentorship d'ailleurs, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que le mec, il a accumulé un truc monstrueux et tu vas être potentiellement 10 fois plus compétent qu'un mec qui est écrit diplôme d'état, machin dans sa bio. Et moi, je disais ça dans un épisode d'ailleurs, je disais aujourd'hui, si vous êtes coach, il y a tellement de concurrence aujourd'hui. Si vous mettez juste dans votre bio diplômé du BPJEPS, machin, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que c'est tellement juste la base qu'un mec qui est un peu... qui regarde un petit peu ce qui se fait, il va dire ok, le mec a juste la base. Parce que c'est pareil, moi je l'ai fait le BPJEPS, enfin j'ai pas fait le BPJEPS, j'ai fait l'équivalence australienne, parce que je l'ai fait en Australie. Mais en fait, t'apprends rien là-bas dedans. T'apprends le strict minimum, mais t'as ton ego, quand tu sors de ça, t'as l'impression que tu sais tout. Et le problème il est là aussi, c'est que la remise en question elle est dure. Donc tu n'apprends pas à devenir meilleur parce que tu penses, t'es persuadé que t'as tout fait. Ah mais j'ai fait le plus important, c'est le truc qui est reconnu, tu vois. Mais pour moi, c'est pas assez. Tu survoles. Nous, avec ma compagne, tu vois, elle a fait aussi son BPJEPS en France. Mais nous, on se forme, on essaie de se former quand on est là à Genève, parce qu'on est en vacances. Mais quand on est là, on se pose, on se met à étudier, à regarder des trucs, tu vois. Et au final, on est tout le temps en formation continue, mais sans vraiment de faire de formation. Tu vois. T'apprends des trucs. T'apprends des trucs et d'un coup, putain, il y a un truc, il y a ça qui a été parlé. D'un coup, tu regardes une vidéo d'un gars qui te parle d'un truc et tu vas développer ton truc, tu vas chercher plus loin, essayer de comprendre pourquoi, du comment. Exactement. Et nous, on est vraiment épicuriens, tu vois, on veut comprendre les choses, savoir et tout ça. Et autodidacte et au final, on apprend énormément de choses. Tu vois, même, c'est de la formation continue, mais solo, tu vois. Et au final, tu peux répondre à tes clients sur certaines choses et tout ça. Et tu n'as pas besoin de faire de formation pour y arriver. Le problème, c'est qu'en Suisse, ils adorent les formations. Donc, tu arrives avec un diplôme de formation, c'est bon. Tu vois, ils sont là. T'as un diplôme de coach, super. Contrairement d'ailleurs à l'Angleterre, l'Australie ou les États-Unis, ces pays-là qui sont en avance, entre guillemets, là-dessus, enfin, sur même leur approche qui est beaucoup plus libérale, qui du coup... Tu vois, quand j'étais en Australie, on m'a débauché d'un gym pour me bosser dans l'autre.
de par mes compétences et les diplômes, on m'a jamais demandé quoi que ce soit. Même en Angleterre, on m'a débauché aussi, on m'a jamais demandé mon CV. Moi, je m'étais dit, il faut que je mette à jour mon CV. Mais tout le monde s'en tartine le fion de ton CV. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un peu cette curiosité issue de ta passion pour la pratique en elle-même, tu vas creuser constamment. Et si tu arrêtes d'apprendre, tu clapses de toute manière. Ou alors, tu te reposes sur tes acquis. Mais clairement, si tu arrêtes de te former dans ce domaine, c'est que tu n'es pas passionné. Que tu le fais pour d'autres potentiellement parce que c'est purement financier. Tu te dis, c'est bon, j'ai mon diplôme de ça, je vais faire de l'argent avec ça. Encore une fois, so be it. Tu fais ce que tu veux. Tu vois, j'étais encore ce matin, là je me forme, parce que moi j'ai eu ce problème-là. Je dis ça aussi, encore une fois, c'est pas anodin, c'est pas pour critiquer les autres, c'est que j'ai été dans ce mindset-là aussi. C'est que j'ai fait mon diplôme à ce moment-là, et après, pendant 5 ans, j'ai rien fait. J'ai fait que du terrain, ce qui est quand même bien, mais je suis resté bloqué dans un certain état d'esprit qui m'a permis de ne pas m'ouvrir à d'autres domaines. Et là, cette année, je me suis dit, je vais rattraper, parce que ça aurait pu suffire. Pareil, tu te dis, j'ai 5 ans d'entraînement de coach, tranquille. Mais je me suis moi-même remis un coup de pied au cul parce que je me suis dit, en fait, il y a trop de trucs. Déjà, la science évolue. Il faut sans cesse se remettre à jour, se renouveler. Il y a plein de trucs qui arrivent, tu vois, comme le crossfit. Avant que ça arrive, les gens ne savaient pas ce que c'était. Ok, cool, mais personne s'entraînait comme ça. Le jour où ça arrive, tout le monde le fait, mais tout le monde fait ça n'importe comment. Donc après, ça s'améliore. C'est comme tout. Et là, ce matin, j'avais un call encore avec un Australien avec qui j'ai fait une journée, un séminaire en Australie il y a 3 mois. Là, je rentre dans son mentorship. À partir de juillet, je refais encore 2 mois de mentorship avec ce mec-là. Malgré que je fasse K-Suisse en même temps, je m'en fous. Tu vois, j'additionne. Et je sais qu'à un moment, je vais avoir accumulé tellement de compétences et je vais pratiquer derrière. Parce que ça, c'est ce que je reproche souvent aux gens qui sont full théorie. Je me suis fait un peu clasher récemment sur ça. Je ne citerai pas parce que ça a déjà créé des drames. Ça m'a pété les couilles. Tu vois, mais il y en a qui vont savoir, ils vont dire « Ah, je sais de quoi ils parlent ». Et de gens qui viennent te clasher mais qui n'ont que la pratique en fait et qui sont équipés comme des allumettes, tu vois, et tu dis... Ça, c'est la chance que j'ai toujours eue, c'est que comme j'ai un physique, on va dire, plus que la normale, le truc c'est que... On t'emmerde pas trop? On m'emmerde pas trop là-dessus. Ça dit que je suis tout maigre. Non, ça, mais d'un coup tu te rends compte, des fois je regarde et tu tombes sur des vidéos sur Instagram, tu vois des... Chacun fait ce qu'il veut, mais tu vois des gars comme ça, qui commencent à te faire des théories, des trucs, tu fais ok, d'accord, et tu vois, genre. Practice what you preach. C'est ça qui est dur sur toi. Mais bon, du coup, c'est aussi pour ça que je me surforme. Je vais chercher des trucs. Et là, ce mentorship est hyper intéressant parce qu'en France, je suis presque sûr que personne ne l'a jamais fait. C'est un truc vraiment poussé, mobilité, mouvement, machin. Le mec, c'est un tueur. Je vais pas en faire la pub parce que j'ai pas envie qu'il y en ait d'autres qui aillent le voir. Attendez déjà que je le fasse. Et après, voilà. Et je vais encore aller me former en Angleterre à la fin de l'année. Enfin, il y a plein de trucs à faire parce que j'ai envie de me dire aussi quelque part, t'es coach. Si tu deviens très bon coach, tu peux à un moment former d'autres coachs. Et c'est ce que j'aimerais faire. Du coup, accumuler un maximum de trucs, globaliser, mettre ma sauce dedans. Voilà mon mentorship, les gars. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai créé, aujourd'hui j'ai créé le Hybrid Training Club qui est plus pour la population générale. Mais j'intéresse aussi des coachs, donc je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux, développer vraiment partager ma philosophie et leur faire adhérer à ma philosophie. C'est pour ça que je t'ai filé une paire de chaussettes. Comme ça, tu fais la pub et tout. Non, comme ça, tu vas coller au truc. Là-dessus, parenthèse fermée, toi, donc, tu passes ton truc de coach, tu es dans le foot américain. Je passe mon diplôme de coach après. Oui, tu étais dans le foot américain, mais là, moi, d'expérience au foot américain, blessure. Blessure, tu veux que je te parle de toutes mes blessures? Explique-moi un peu ta carrière dans le foot US, faisant de marrer 2-3, qu'on voit un peu la réalité de la chose. Ok, putain. C'est un super sport, attention. Tu veux que je t'explique chronologiquement tout ce que je me suis cassé, déchiré Vas-y, fais-moi une petite liste là, vite fait, des blessures. Parce que moi, j'ai retenu un truc, c'est que tu t'es blessé la bite. Déjà, ça m'a fait marrer, je me suis dit, what the fuck? Je me suis blessé la bite, putain. C'est pour ça qu'il faudrait mettre des coquilles des fois. Non, mais tu peux pas courir avec des coquilles. C'est un cauchemar. Ouais, faire un truc, putain, comment tu te blesses la bite? Bah, tu sais, t'es en ligne, un all-line il arrive. Tu sais, genre un coup comme ça, c'est vite fait, hein. Ah, juste comme ça? T'étais dans la ligne. Ah, mais toi, t'étais en... D-end, ouais. D-end. Donc, tu sais, un coup, il vient, il te prend, il te tape. Tu sais, je vais pas te le faire là parce qu'après, tu vas faire opérer de la bite. Mais ouais, du coup, après, paf, opération de la bite. J'ai vu que tu t'es pété l'avant-bras aussi. Pété l'avant-bras, je me suis déchiré tout le côté droit, quasiment. Enfin, je me suis ischio, quad. Souvent les pouces qui se retournent, mais ça, ils se retournent, mais ils se remettent. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des commotions. Bon, ça, j'en ai déjà fait. Putain! J'ai déjà fait, ok.
J'en ai fait 3 de commotion. Parce que là, le but, évidemment, il n'est pas de dissuader les gens de commencer le foot US. On en a fait tous les deux, on sait que c'est un super putain de sport. Mais moi, je me suis très peu blessé. Donc déjà, c'est un peu... C'est que tu n'as pas beaucoup joué. Ouais, il y a déjà ça. Je n'ai pas beaucoup joué. Non, mais c'est vrai, en plus, que j'ai joué 4 ans dans l'espace de 10 ans. Quoi. Parce que j'ai arrêté pendant longtemps. Après, je vivais à l'étranger, je ne pouvais plus jouer. Mais qu'est-ce que tu... Mais tu étais plutôt sur le banc, en fait. En vrai, attends, mais sans déconner, le truc, c'est que j'ai changé d'équipe à chaque fois. Ok. Donc j'ai jamais été starter parce que forcément, même j'étais franchement loin d'être dégueulasse. Mais même cette année, là, ma dernière saison. T'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté là. Ah putain, c'est bien, bravo. J'ai 32 moi. Mais c'est surtout pour les compromis parce que je voyage tout le temps et que déjà, là j'ai repris il y a 2 ans en Espagne. J'ai adoré, on était 5 ans dans le roster, gros niveau, c'était top. Ça c'est beau, ça. J'ai joué safety. Bon après ils m'ont foutu outside linebacker, c'était pas trop ce que je voulais faire. Moi je suis un receveur dans l'âme et je voulais pas jouer en attaque l'année dernière. Parce que j'avais la flemme d'apprendre le playbook. C'est aussi simple que ça. Je suis un branlo, faut le savoir. Et cette année, vu que la défense, j'avais plus envie, je me suis dit, je vais rejouer receveur parce que c'est mon kiff. Mais je voulais pas apprendre le playbook, donc j'avais le machin. Je l'avais là, accroché là. Ah, mais c'est vrai. Hein. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il valait mieux arrêter parce que j'étais pas assez dedicated, tu vois, dédié au truc. Et que je pénalisais toute l'équipe en faisant ça parce que c'est un sport d'équipe. Et que moi, j'agissais du coup de manière hyper égoïste sans vraiment m'en rendre compte. C'est bien. Et ouais, mais du coup, ça m'a valu beaucoup de bancs. Parce que j'étais, je vais pas me lancer des fleurs ou quoi, je trouve que j'avais le meilleur niveau en termes de receveur parmi le roster, mais du coup j'étais sur le banc. J'étais backup d'un rookie, tu vois. Bon, c'était pas un rookie, il devait avoir 2-3 ans derrière lui, mais il était très jeune. Mais tu le vois que j'ai beaucoup plus d'expérience, mais je comprends aussi pourquoi ils l'ont mis lui à ma place. J'étais pas fiable, j'étais jamais là. Lui, il est là, faut le récompenser, faut le faire jouer et tout ça. Dans mon malheur, mon dernier match il y a 1 mois, je suis sur le banc. Premier drive, receveur titulaire, entorse. Bon, du coup, les entorses, j'en ai fait aussi. J'ai joué tout le match, du coup. Mais bon, c'était scénario un peu de merde. QB blessé, commotion. Du coup, QB backup, QB avec qui j'ai jamais échangé. Du coup, que des mauvaises passes. Ça venait de lui et de moi. Il n'était pas adapté à moi, si tu veux, donc c'était un peu compliqué. J'ai 2 catchs dans le match, je fais 0 TD sur toute la saison. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le foot américain, c'est vraiment un sport de répétition. Il faut que tu sois en connexion avec, quand tu es receveur, avec ton QB, tu vois. Et si tu n'as pas pratiqué avec lui, tu vois. Celui qui a fait une commotion, on avait un timing de fou. Sur des hitches, par exemple, je me tournais, la balle était déjà lancée. Il savait où j'allais être. Du coup, tu gagnais un temps. Tu n'as pas le temps de te faire intercepter. Enfin, c'est génial. Mais bon, commotion cérébrale, il s'est fait déglinguer, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ces blessures-là? Est-ce que tu penses que c'est dédié à la position à proprement parler? Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as été plus blessé qu'un autre, par exemple? Tu sais, c'est marrant parce qu'on dit toujours, ouais, Choco est tout le temps blessé. Alors, certes, j'ai été souvent blessé. Les gens qui disent ça, ils font chier. Mais en fait, le truc, c'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que j'étais très mis en avant à cause de mes vidéos. Et en fait, au final, quand je regarde, moi j'ai toujours des échos à droite, à gauche de gens de football américain, par exemple des joueurs de tonneau, etc. Des joueurs qui... T'es jugé à un statut vachement plus haut. Ouais, t'es jugé à un statut vachement plus haut parce que t'es mis en avant. Mais si tu regardes au final dans le championnat certains joueurs que je connais pas forcément, hein, mais j'entends, lui il est blessé, tu sais, j'entends souvent les mêmes personnes qui se blessent, tu vois. Et au final, oui, le football américain, les gens se blessent, tu vois. Et il y en a beaucoup, ils serrent les dents. Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire des saisons où je serrais les dents parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais à bout d'un moment, en fait, ton corps, il te dit stop, tu vois. Et en fait, ce que je montre, c'est que vraiment, quand c'est là, tu vois, que je peux plus. Mais au final, il y a énormément de joueurs qui se blessent souvent. Et moi, je pense que j'ai été souvent blessé dû à mon train de vie. Parce que j'avais une hygiène de vie. Enfin, quand j'ai eu ma grosse période YouTube à fond, j'avais une hygiène de vie, on va dire, pas très saine, tu vois, genre, pas très saine dans le sens que, tu sais, quand tu fais des vidéos, que tu fais toi le montage, toi les miniatures, chercher des vidéos, tout ça. Accumulation, accumulation, stress. J'arrivais, je finissais le taf tous les jours à 4 heures. Des fois, je dois être atteignable une semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au cas où il y a besoin. Donc, du coup, j'ai ce stress-là. J'ai ma fille, un week-end sur 2, la moitié des vacances. T'as une fille, elle a quel âge? J'ai une fille, elle va fêter 10 ans. Oh shit, tu l'as eu jeune, putain. Je l'ai eu jeune, C'était pas voulu? Non. Mais bon, tu l'aimes aujourd'hui. Je l'aime aujourd'hui. Et au final, toutes les semaines, tu as tes vidéos qui doivent sortir. Tu dois maintenir une vie sociable avec tes amis quand même. Donc au final, tu
moi, je me lève à 5h20 et je me couchais tous les soirs à 23h. Ouais, et dedans, tu mets préparer à manger parce que fallait que je prépare mes tops, fallait que j'aille m'entraîner. Tu sais, il y a tout ce truc, entraînement salle, entraînement sur le terrain. Et ouais, en fait, c'est de l'accumulation de. Puis tu avais l'air de te donner, parce que je suis tombé sur tes vidéos, du coup, que je te disais, j'ai un peu scanné toute ta chaîne pour savoir un peu comment t'orienter. Mais il y a des entraînements sur le terrain, j'ai jamais vu ça. Brutal, mais génial, tu vois, où tu as des mecs qui vomissent et tout. J'ai jamais vu ça. Je me suis jamais, même moi, dans les équipes où j'ai joué, jamais on nous a poussé à ce niveau-là. Bah, moi, où j'ai connu ça, c'est quand j'ai fait mes préparations à l'université Laval. Il y avait, je me souviens toujours là, il y avait le fitness rouge et or, tu sais, nous on avait une salle un peu cheap à côté, et on avait un préparateur physique, et alors déjà c'est pour ça que je fais jamais de spinning, je ferai plus jamais de ma vie du spinning. Du vélo? Ouais, du vélo, parce que on nous a mis dans une salle, tout noir, avec des vélos sans selle. Ils nous dit voilà, 45 minutes de spinning, youpi! Et après, à côté de Laval, il y avait un dôme qui était fermé avec une piste d'athlétisme, et du coup j'avais fait mes préparations l'été. Tu rentrais dans ce dôme, 45 degrés. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, la chaleur et tout ça. Et on est là, on avait un circuit training et tout ça, et je dis, mais pourquoi il y a des poubelles? Il fait, t'inquiète, tu verras. Putain, pour dégueuler. Et la moitié des personnes vomissaient. Moi, j'ai pas... L'alcool me fait vomir, j'ai vomi 3 fois dans ma vie. Ouais. 16, 18 et là, le mec s'en souvient, quoi. Dernièrement. Il y a 2 ans. Mais sinon, non. Et ouais. Et les gens vomissaient, quoi. Parce que c'était dur, mais c'était cool, tu vois. Mais maintenant, tu vois, tu me refais faire les PPG que de l'époque, je t'engueule. Ils sont, tu vois, j'ai vieilli. Et c'est là où tu te rends compte que quand tu as 25, 26 ans, quand on a maintenant 30 ans. Ah, dis pas ça. Tu vois, dis pas ça. Il y a plein de choses. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté le foot, américain. C'est que tu es là à la maison, l'hiver, il faut sortir. C'est sûr que ça dépend de la région où tu es, mais je me suis rendu compte cette année parce que vu que je suis rentré là au mois de juin, je me suis chauffé. Je dis attends, là je viens d'une saison avec les Firebats à Valentia, il faisait beau tout le temps. T'as jamais eu un jour de mauvais. T'es en t-shirt même au mois de décembre, janvier. Pour moi dans ma tête c'était encore ancré comme ça. Sauf que tu rentres à Chambéry City, gros. C'est les Alpes. Tu vois, t'arrives, tu fais la pré-saison, août c'est cool, machin, septembre ça va, octobre ça va. Puis t'arrives novembre, en fait tu te dis qu'est-ce que je fais là? Parce que quand il faut aller s'entraîner de 19h30, 22h, c'est dur, hein. Surtout l'infrastructure aussi, tu vois, tu as un terrain pourri qui est dur, tu fais des périostites, ça fait mal quand tu tombes. C'est vraiment, faut aimer. Tu vois, nous, même chose, je finissais à 21h30 du terrain, le temps de rentrer à la maison 22, il faut que tu manges, il faut que tu te douches, et le lendemain matin, tu te réveilles à 5h20, tu vois. Et puis le terrain, vous, il est bien quand même. Hein. Il est bien, franchement, il est bien synthétique, mais je me suis rendu compte que plus je vieillissais, plus je faisais ma princesse, genre coucher par terre et tout ça à l'entraînement, vas-y, j'ai la technique. Je connais ça. Et au final, c'est aussi le mood, tu vois, genre si t'es 45-50 dans l'entraînement, il faut que tu montres pour avoir ta place, là tu te... C'est bête à dire, hein, mais tu t'alignes par rapport au groupe. Bien sûr. Si on était un groupe de 45-50 et que là c'était tous des tueurs, là tu dis vas-y je deviens un tueur aussi, tu vois, il faut que je me couche par terre. Puis vu qu'il fait froid, on n'est que 10. On n'est que 10, c'est différent. On avait la même. Et la dernière saison ça a été ça, on n'était pas beaucoup d'entraînement et franchement ça m'a... je l'explique dans ma vidéo qui sortira. Ça dégoûte un peu. Début de saison, première fois on arrive, on est 25. Pour un championnat élite, tu peux pas commencer... Et surtout qu'au début, normalement, c'est là où tu es toujours 35, 40. Au début en plus, Et la saison elle a commencé, on était 22. C'est chaud. Tu vois, pour un championnat élite, tu peux pas. Nous, cette année, au roster, tu dois être 22 pour être 22 sur la feuille de match, mais on était 18 à jouer parce qu'on avait 4 blessés équipés en fait. Ça a été un cauchemar. On était 50 l'année dernière en Espagne. C'était pas le même délire. Puis ça motive plus, mais après, moi, je dois vraiment dire, bon, je fais la princesse aussi, mais le climat. Ça fait tout. Hein. Mec, jouer en Espagne, ça a été une saison extraordinaire. Mon seul regret, c'est que je me suis fait une grosse blessure début de saison et que j'ai loupé la moitié des matchs. Subluxation de l'épaule, je pouvais plus rien faire. Donc en plus, tu jouais linebacker, enfin safety et outside linebacker, j'avais peur au moindre contact. C'est pour ça que j'ai acheté les X-Tech d'ailleurs, pour me dire ok, c'est quand même plus safe, mais ça fait pas tout. Et c'est vrai que je me suis dit, cette année, moi, j'arrête. Parce que mon manque de fiabilité, comme je te disais, ça pénalise l'équipe, mais surtout parce que j'ai envie de bouger davantage, de me dire je suis plus dépendant d'une localisation, parce que en Espagne, j'ai pas raté un seul entraînement quand j'étais là-bas.
Mais il y a eu des voyages que j'ai fait, des retours en France, des trucs, bah, j'étais pas là, je loupais des matchs, tout ça, c'était pas dingue. Et j'ai pas envie de reproduire ça. Au fond, tu as envie, j'aimerais bien rejouer, mais des fois tu te dis aussi pareil, bah, tu as des responsabilités, surtout quand tu es entrepreneur, bah, il faut cravache même le week-end. Mais quand le dimanche tu as match et qu'en fait ça te prend littéralement toute la journée, de tôt le matin jusqu'à tard le soir. Tu vois, l'autre jour on est allé à Clermont-Ferrand, sous la pluie, ça prend toute la journée, tu arrives à 2h du matin pour se prendre 40-0 en plus. Enfin, j'ai joué 3 minutes dans le match, hein, un truc comme ça. Hein. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as perdu ta journée. Je comprends. Le soir, c'était cool parce que j'ai pu, tu connais Big Will? Ouais. Bah, c'est un pote et du coup, bah, je l'ai appelé. Du coup, on commande dans ton restaurant, tu peux nous amener tout ça. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce qu'on s'est revus, on s'était pas vu depuis plusieurs années. C'était le seul highlight de la journée. Parce que tu prends 40-0 sous la pluie, t'es 18 à jouer. En face, ils sont 45, ils jouent la montée. Ils sont disciplinés, ils jouent bien, tu vois, ils sont chez eux. Nous, on était éclatés, tu vois. C'était. Tu vois, moi, jamais de ma vie, j'aurais continué le foot américain si c'était pas à 100%. Je me serais, dans mon esprit, dans mon mindset, être second, c'est pas mon délire. Bah moi non plus, mais du coup, vu que t'es second, bah t'as aussi plus envie. Ouais, mais justement, ma première année où j'ai recommencé le football américain parce que j'avais fait junior, puis après le club s'était craché, puis moi, je jouais dans des conditions, j'ai arrêté, tu vois. Et quand l'équipe a remonté, je me souviens, on était genre 55, 71 entraînements. Ouais. Oh la violence. Premier match, et le coach il a dû dire, écoutez, il y a 5 joueurs qui vont rester à ce point-là en tribune, ouais. Parce que tu es obligé d'être 50 sur le... Ah ouais, le roster, putain, c'est dingue d'en arriver là. Et je me souviens, j'étais deuxième tight end, je me suis bataillé tout le long pour passer devant. Ça, c'est beau. Je me suis bataillé. Et la première année, j'ai commencé à passer devant, et la deuxième année, yallah quoi. C'est ça le problème, c'est qu'après, t'as la carotte, elle est plus aussi attractive dans le sens où, tu sais, je comprends les mecs qui sont en high school, en université aux États-Unis, parce que derrière, quand t'es starter, c'est tout de suite un premium, t'as des chances de la NFL et tout ça. En France, mais je m'en tartinais de pas être starter du coup. Bah oui, parce que du coup, j'étais. En fait, la seule fois où je me suis battu, bah, c'est en Espagne. Parce que quand je suis arrivé aux Aigles à Chambé, quand j'ai commencé à 20 ans, c'était ma première saison. Je commençais la muscu, j'étais maigre. Il y avait déjà plein de receveurs qui étaient là depuis 5-6 ans. Tu veux faire quoi? T'arrives ta première année. Moi, je serais plutôt à. Bah, en vrai, je me suis sorti les doigts parce qu'à chaque fois que je suis rentré, j'ai marqué, tu vois. Donc j'étais bien vu. Mais bon, t'avais aussi. Un des receveurs titulaires, c'était le fils du président, du coup, il sortait pas. En fait, il fallait espérer, entre guillemets, une blessure pour que tu puisses rentrer. Donc, j'ai peu joué. J'étais pas le meilleur, mais j'ai peu joué. Mais le truc, c'est qu'à partir de là, bah, j'ai joué que dans d'autres équipes. Après, j'ai joué aux États-Unis, mais j'arrive moitié de saison, enfin moitié de mise en place de pré-saison. Forcément, j'étais là 4 mois. Ils ne vont pas te mettre starter, les mecs. J'étais pas dégueulasse, ils ont bien aimé comment je jouais, tout ça, mais quand même, ils savent que tu vas te barrer, donc ils n'ont aucun intérêt. Après, j'ai joué à Sydney University, bah, c'est pareil. Tu arrives milieu de saison, donc en fait, j'avais plus le goût. Moi, je voulais juste me faire plaisir moi-même, mais je suis devenu hyper égoïste. C'est un sport d'équipe, mais vu que je savais que moi, je prenais limite un sample. Je prenais 3 mois, salut les gars, regardez, je veux jouer. En fait, c'est ça, il n'y avait plus d'aspect compétition. Par contre, après, j'ai arrêté 7-8 ans. Et là, j'ai trouvé les Firebats. Ah, là, par contre, j'ai donné ma life. Parce que j'y suis allé, c'était fin de saison. J'ai pu vraiment tout screener comment ça se passait. J'ai dit, bah les gars, attendez-vous, j'arrive septembre, je veux être titulaire direct. Sauf que bon, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté dans le sens où j'ai commencé dans une position que j'avais jamais joué. J'ai dit, je veux être safety. J'ai jamais joué en défense de ma vie. C'est dur à la défense. Hein. Donc forcément, bah, c'est même pas tant que c'est dur, c'est que oui, c'est dur, mais j'avais zéro expérience. Donc moi, je commence, je suis starter en plus, direct. Il faut, ouais, mais il y a un gars, il va revenir cette année, ça fait 6-7 ans qu'il est safety. En fait, le mec, à partir du moment où il est revenu, bah, j'étais backup, tu vois. J'ai fait un tasse. Mais je me suis battu quand même. Je me suis battu jusqu'à ma blessure. Et après, j'ai dit, allez, laisse tomber, c'est couilles. J'étais dégoûté. Parce qu'après, en plus de ça, vu que j'étais un des seuls qui était baraque, entre guillemets, bah, après, ils te mettent là où ils ont besoin. Et à partir du moment où ils m'ont sorti de safety et ils m'ont mis outside linebacker, j'existais plus. Je dis, ouais, les gars, c'est mort. J'ai pas envie. Alors que, mais tu vois, c'est ça, j'avais 30 ans, j'aurais pu être dans le mood. Ouais, bah, je vais aider l'équipe, je vais me mettre là où ils veulent que je sois. Bah, flemme en fait. Alors tu vois, c'est pour ça que moi la relation avec le coach est super importante. Tu vois, un coach comme Larry, il me dit va couper des citrons. Ouais, tu vois, genre. Tu coupes des citrons. Je coupe des citrons, tu sais, parce que j'ai une admiration, tu sais, pour ce coach. Et genre, s'il me dit, écoute, besoin de. Putain. Ah, une 20. Coupé.
Ah putain, je vais réussir. Parce que lui, il m'appelait avec mon frère. Des fois, il m'appelait aussi Choco, mais. Et il me dit, écoute, j'ai besoin de toi là, j'y vais, tu vois. Ouais, tu te donnais pour lui. Pour la science et pour lui. Bah, c'est ce que je faisais avec mon premier coach. J'avais 21 ans. C'était un coach américain en plus. Donc, vu le mec ghetto. Un black qui venait de Tampa en Floride, ghetto. Tu vois, c'était vraiment le feu. Il me disait, la meilleure méthode pour avoir des pecs, c'est de sucer des nichons. J'aurais fait ça, tu vois. Et vraiment, je lui donnais tout. Mais là, c'était, t'as 30 ans, t'es un peu voilà. Et on a eu un nouveau coach, un Mexicain, adorable, super cool, je le respectais de ouf. Il devait jouer en CFL d'ailleurs, pas fait parce que Covid. Ok. Et j'ai joué outside linebacker pour lui. Pour lui, Parce que j'avais zéro envie, mais j'ai joué pour lui. Et là, je me retrouve dans ce que tu dis, tu vois. Mais c'est pour ça que cette année, bon, j'avais des nouveaux coachs, tout ça, mais j'arrivais pas à connecter avec des coachs français comme je connectais à l'étranger. Mais tu sais que, alors c'est moche à dire, mais j'ai l'impression de moins connecter avec les coachs avec les coachs français qu'avec des coachs canadiens. Parce que Larry, c'était pas un français. C'est un Canadien. Ouais, voilà. Et en fait, tous mes coachs canadiens que j'ai eu au hockey, non, tu sais, genre, c'est même pas une question parce qu'il est canadien. Non, c'est leur mindset, leur façon d'expliquer les choses et de voir le sport. Ouais. Je trouve français. Parce qu'ils donnent leur vie. Tu sens qu'il y a le cœur dedans. Ouais, il y a le cœur dedans. Puis eux, ils ont été formés peut-être psychologiquement même avec les jeunes ou quoi que ce soit. C'est une façon de parler. Et je trouve que malheureusement, les coachs français, parce que malheureusement, j'ai pas eu de coach suisse, mais les coachs français, ça n'a jamais été ça, tu vois. Ok. Mais là, au Seahawks, tu avais des coachs américains ou quoi? Parce que quand j'ai regardé une de tes vidéos. Là, la dernière, c'était Franck Galvin, avec qui j'ai joué, qui était au Black Panther à l'époque, mais avec qui j'ai joué. Ok. Mais du coup, cette relation, c'était un peu particulier parce que il a son caractère, tu vois, puis d'un côté on était potes et des côtés il rigolait, des côtés il rigolait pas, et c'était savoir jauger, soit tu rigoles pas tout le temps et on sait que c'est comme ça, soit on rigole tout le temps parce qu'on est potes, soit on est une barrière neutre et il n'y avait pas cette barrière là, et moi, non, si je rebondis là-dessus, c'est parce que dans une de tes vidéos, je crois que tu fais un 40 yards et il y a un coach qui passe et il fait "That's pretty good". Et avec un accent américain, tu vois, je fais. C'est Larry, ça. Ah, bah c'est lui, bon, ok. Ouais, c'est Larry. Ok, donc forcément, je comprends. Et ça, moi, j'avais le cœur grave plus. Parce que moi, quand je crois qu'il est canadien. Si je dis pas de bêtises, il est canadien. Il me semble. Ouais, bah, c'est possible, hein, mais nous, quand on a commencé avec ce coach américain, tout le monde lui chiait dessus. Genre, il est mauvais, machin. Même encore aujourd'hui, j'en entendais des échos. Tu vois, ah ouais, t'es venu quand il y avait le pizzaiolo, je sais pas quoi. Je dis, mais moi, il m'a transmis sa passion du truc, vous avez pas idée. Parce que moi, j'étais très ouvert, mais c'était un peu le défaut des Français quand on jouait. Personne ne voulait faire l'effort de parler anglais, parce que le mec parlait pas français. Donc il le jugeait à tout bout de champ, c'était trop facile. Moi, j'aimais pas ça et j'avais cette passion pour les États-Unis déjà, donc forcément que moi j'écoutais Amen, je m'entraînais au gym en même temps que lui tout le temps. J'étais hyper régulier jusqu'à m'endormir en cours parce que je privilégiais le gym. Je commençais comme ça, hein. Je m'endormais en cours le matin, dans mon bulletin c'était écrit attention au sommeil, attention à la fatigue, c'était écrit Quentin s'endort en classe. Je me faisais flinguer, mais bon, c'était m'entraîner avec un Américain, c'était incroyable. Mais je vois totalement ce que tu veux dire. Mais du coup, cette année, c'est pour ça que je suis arrivé en mode, au début, j'étais hyper déter. Et quand j'ai vu que pas grand monde dans l'équipe l'était, puis après, je vais pas dire que c'est de la faute des autres parce que ce serait moche, parce que réellement, c'est aussi de ma faute dans le sens où je me suis aperçu de la réalité, du niveau, du climat. Et du coup, de l'investissement global. Et moi, j'avais pas envie du coup de m'investir à fond. Et je pense que ça s'est ressenti. Puis je suis parti, moi je me suis exilé aussi le mois de février qui est froid. Je me suis barré un mois, j'étais à Bali en Australie. Évidemment, j'ai dû me faire juger à toutes les sauces. Mais écoutez, c'est là où j'ai vu que mon investissement pour l'équipe était pas assez bon pour que je continue. Moi, j'ai remarqué dans le sport, enfin en tout cas dans le football américain, j'ai toujours poussé. Et j'ai jamais été le... Enfin, tu sais, il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des gens qui les poussent et des gens qui se font pousser, tu vois. Et moi, j'ai toujours été celui qui pousse. Et le problème, c'est que je me suis dit que si je me dis, l'équipe, ils ont pas envie, et que je me mets à leur niveau, on va jamais s'en sortir, tu vois. Donc, au final, si je montre que, vas-y, je pousse le truc et que je pousse des gueulets, etc., peut-être que ça va réveiller certains, tu vois. Et au final, je sais que j'ai toujours eu une part de moi de leader, tu vois. Donc, les gens, ils aiment être entourés de moi. J'aime pas le dire, tu vois, parce que ça fait trop prétentieux, mais c'est vrai, tu vois, je suis très humble là-dessus. Mais les gens, ils aiment bien être entourés. Les gens. J'attire les gens, puis... j'ai besoin de pousser les autres, tu vois, montrer, les gars, même si c'est de la merde, on y va, on va à 200%. Mais je trouve que c'est un excellent mindset à avoir.
Et c'est tout à fait le mindset dans lequel je me serais positionné si moi-même j'avais été fiable. Ouais. Mais vu que j'étais jamais là, j'osais même pas dire quoi que ce soit. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut que tu sois là et que tu. Parce que le problème, c'est qu'après, on va te cacher, ouais, mais t'es jamais là. Bah, je l'ai senti venir. Parce qu'au début, j'étais déter de ouf. Je poussais, les premiers mois, c'était attention, trop bien. Cette année, on fait une saison parfaite. Parce qu'en plus, je suis même allé au stage de. Merde, à la détection ELF des gardes à Zurich. Pour le fun, tu vois, parce que j'avais des potes qui voulaient y aller, des Firebats, je suis allé avec eux. Bon, évidemment, je n'ai pas été retenu. Mais j'étais content d'aller là-bas, c'était fun. Je me suis quand même donné, pas à 2000%, mais je me suis donné quand même, parce que je savais dans tous les cas, je ne serais pas allé. Mais c'est pour ça. Mais après, j'étais tellement à me barrer toutes les 5 minutes, je me suis dit, je vais me faire clasher. Ça clash tout le temps déjà. Ouais, les gars, vous foutez de ma gueule, il n'y a personne à l'entraînement, machin, ok. Et c'est vrai que je n'aurais pas pu l'ouvrir moi, alors que ça aurait été vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, tu vois. Ouais, le problème du foot américain, je trouve, c'est que entre nous, ça clash. Ça clash beaucoup, tu vois. Ah ouais? Je trouve que ça clash beaucoup. Ça clash beaucoup parce que... Enfin, quand ça va bien, c'est tout beau, tout rose, mais quand il y a un truc qui va pas, et j'ai remarqué à chaque fois dans les saisons, ça allait pas. Putain, c'est ouf ça. Tu vois, je trouvais qu'en Espagne, au contraire. Ah ouais? Ouais. Après, je sais pas si c'est la mentalité de... Bah, bien sûr, c'est les Français, on se connaît, on est comme ça. C'est les Suisses, chez nous. Mais ouais, après, ça... Tu sais, il y a toujours 2-3 joueurs qui ont une négativité, tu vois, et après, ils vont répondre leur négativité, etc. Bah, tu as toujours des éléments perturbateurs. Ouais, tu as toujours des éléments perturbateurs. Moi, j'ai toujours essayé d'être positif, tu vois. Même s'il y a quelqu'un qui ne va pas, tu essaies de le pousser. Et au pire, tu le pousses sur le côté. Ouais, ok, je te suis, je vois. Mais, intéressant. Non, mais c'est clair. Bon, maintenant, du coup, tu arrêtes le foot US. J'arrête le foot US. Fini. Fini, oui et non. Ah, j'allais dire, on sent que tu tâtes, il se passe un truc. Le truc, c'est que à l'époque, il y avait des rumeurs. Tu sais, quand ils ont installé l'ELF, ils allaient installer l'ELF en Suisse et en France. Ouais. Il y avait des rumeurs comme quoi ils voulaient installer l'ELF par chez nous, tu vois. Quoi, Genève? Entre Genève et Thonon. Ah ouais. Le truc, c'est que Genève, ville internationale, aéroport, etc. Et il y avait des rumeurs là-dessus. Ça serait pas con. Hein. Et franchement, s'il y a l'ELF qui vient ici... Ouais, tu te chauffes. Je me chauffe. Ouais. Je me chauffe. Franchement, moi, je vois, j'avais fait une vidéo d'ailleurs avec un gars qui s'appelle Big Mike. Ok. Il doit avoir 50 ans maintenant. Ah ouais, ok. Et il est nose. Et là, il joue chez les Guards. À 50 piges? Ouais. Il joue chez les Guards? 40, non, je vais dire une connerie, il a 40... quand je jouais encore, il avait 42. Non, il a 45, 46 ans. Ah, mais il joue chez les Guards, quoi. Ouais. Non, il a 40... Putain, je le vieillis, s'il écoute le podcast, il va me tuer. Oui, il a 40 ans. Non, il a 46 ans, un truc comme ça. C'est le plus vieux, c'est le joueur le plus vieux. Par contre, il a un physique, c'est un nounours. Ouais. C'est le gros nounours, et... Ouais, de toute façon, on en veut des comme ça, quoi. Ouais. Dans les lignes, pardon. Ouais, dans les lignes. Ok, ouais, donc tu te chauffes. Je me chauffe. Tu sais, moi, ce qui m'a fait tâter, bon, moi, je sais que j'ai pas d'avenir dans le foot dans tous les cas, parce que j'ai envie de continuer à bouger. Mais quand j'ai vu sortir les mousquetaires, j'ai fait, oh putain. Ça m'a vraiment... Parce que je suis allé aux Gardes avant qu'ils annoncent les mousquetaires. Mais je serais allé faire le test des mousquetaires. Mais en France, il y a tellement de niveaux. Dans tous les cas, je pense que j'avais pas le niveau. En France, franchement, quand je vois l'équipe des mousquetaires, franchement, je me dis que c'est très chaud. Elle est monstrueuse, l'équipe. Ouais. Et quand je vois l'équipe de Suisse, je me dis, bon, c'est tous les gars avec qui j'ai joué en équipe suisse. Ouais. Parce que l'équipe, ce qui est marrant, j'espère que le Flash, ça va pas arriver la même chose que ce qui est arrivé à l'équipe de Berne. Ah, ils ont perdu tous leurs meilleurs éléments. Ils sont derniers du championnat, là. Ah ouais, le Flash, bon, ils étaient premiers, gros effectif. Ils ont gagné le championnat. Ouais. Avec franchement, ils avaient un rooster de FDP l'année passée. Ouais. Et là, cette année, ils sont derniers, tu vois. Et le truc, c'est que moi, j'ai regardé tous les joueurs, c'est des gars avec qui j'ai joué en équipe suisse et tout ça. Et le truc, c'est qu'il faut dire quelque chose, c'est que tous ceux qui sont en ELF sont les gens de ma génération. Ouais. Et ben là, c'est vrai que c'est un peu plus âgé. C'est un peu plus âgé. Donc ça vient toujours par vague, tu sais. Et là, ma vague de joueurs, ben ils sont tous en ELF, tu vois. Après, mais c'est aussi ce qui fait défaut aux équipes ELF, c'est que tu es obligé d'avoir 80% de ton roster qui vient du pays. Ouais. Je trouve ça complètement con. Ouais. Parce que du coup, en France, il y a un niveau monstre. Tu as une équipe là-haut que tout le monde va se battre pour ça. Ouais. Mais au Garde, il n'y a que 5 places pour des Français, tu vois. Ouais. Alors que si, globalement, en France, il y a un plus gros niveau qu'en Suisse, ce qui est le cas, bah, l'équipe suisse va jamais briller. Non, l'équipe suisse va... Franchement, je trouve ça trop dommage. Je pense que l'équipe suisse va se faire ramasser. Parce que quand j'ai fait les tests au Garde, j'ai rencontré plein de Suisses, ils n'avaient pas un niveau de ouf. Non. Mais ils m'ont dit qu'ils étaient déjà en équipe suisse, machin, et ils me disaient eux-mêmes qu'il n'y avait pas trop de niveau, quoi. Et que du coup, toute l'équipe suisse allait aller dans les Gardes, et c'est réglé. Après, il y avait à Zurich, il y a une équipe qui est apparemment pas dégueulasse, mais ils ont pris tout le roster, quoi.
Les Renegades, ouais, ils ont pris deux, trois joueurs, mais... Ouais, mais ils ont pris un de leurs receveurs. Ok, ouais. Et en plus, il était en Ligue, en deuxième division l'année passée, ils sont montés. Et ce gars-là, tu vois, je l'ai vu jouer, j'ai à peu près son niveau. Ouais. Mais les Suisses, ils l'ont pris direct. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ouais. Le truc, c'est qu'il faut voir après avec les années, mais ouais, ça aurait été un truc cool à voir. Moi, j'aurais bien voulu faire, mais c'est trop loin. Et les gens ils m'ont dit mais arrête ton travail. Je fais ok, d'accord. Comment ils vont me payer là-bas? Comment ils vont me payer là-bas? Est-ce qu'ils vont me payer ouais, mais tu gagnes combien? Il faut me donner ça. Je fais ok, d'accord. Non, ils payent rien. C'est ça qui est triste, c'est qu'ils vont te filer 500 balles. Ouais. Mais c'est pas, tu vis pas avec ça. Hein. Ils vont te loger, ok, mais bon, enfin, je veux dire, à un moment, t'es pas pompier volontaire, quoi. Non. Donc, non. Ok. Pour toi maintenant, bon, évidemment, tu te chauffes si jamais la ELF arrive là. C'est quoi what's next? C'est quoi la prom? Parce que du coup, tu arrêtes le foot. Bon, tant qu'il n'y a pas de ELF Genève, et encore, s'ils font une ELF Genève, ça va être compliqué parce que tu as deux équipes en Suisse qui déjà n'a pas un niveau de ouf. Peut-être ELF Tonon. Parce que du coup, ça serait relié, tu veux dire, France? Parce qu'en fait, le truc, c'est que l'aéroport, il faut qu'il soit à 45 minutes. Ah, et Tonon, tu es à 45 minutes? À peu près. T'es loin quand même de Tonon, non? 45 minutes de Genève, centre. D'accord. Mais ouais, c'est une heure, on va dire. Ouais, ok. Mais parce que tu sais, il y a toujours des rumeurs comme ça, je vais balancer peut-être une rumeur, mais comme quoi Tonon serait peut-être intéressé de rejoindre l'ELF. Ouais, ce qui serait pas faux. Ah, du coup, les Black Panthers seraient en ELF ou ils les renommeraient? Il y aura un truc comme ça, mais... Intéressant. Ça, c'est des rumeurs. Ouais. Mais du coup, là, ça joue en ta défaveur parce que t'es suisse. Et du coup, ils vont dire, bon, on n'a que 5 places pour des internationaux ou quoi. À voir. Ils vont dire, t'es trop nul, je vais demander à mes parents de me donner parce que les gens ne savent pas. Tu peux avoir la nationalité? Tu peux avoir la nationalité. Je l'ai jamais demandé parce que, voilà, je suis suisse, mais j'ai une part où je peux magouiller. Ah, le margoulin! Ah ouais, bah moi je peux pas faire ça pour être en Suisse et être fiscalisé en Suisse. Non, hein. Dommage. Du coup, ta prochaine étape hors foot? Hors foot, ben, j'avais besoin de faire en fait un sport individuel. Ouais, ok. Parce que j'ai toujours fait des sports d'équipe. Et en fait, le problème quand tu fais des sports d'équipe, c'est que tu es toujours avec des gens. Et ton niveau sera la moyenne du quota de l'équipe. Ouais. Et t'es aussi fort que ton élément le plus faible. Voilà, c'est ça. Et finalement, je me suis toujours trouvé à pousser les autres. Ouais. Et une fois dans ma vie, je voudrais voir qu'est-ce que je vaux tout seul. Tout seul. Ok. Et du coup, ben, comme je suis coach, etc., et que le milieu du fitness m'intéresse énormément, j'ai envie de me lancer dans le body. Ouais, le bodybuilding. Tu manges déjà comme un bodybuilder, quoi. Je mange déjà comme un bodybuilder. Je fais plus de 5000 calories par jour. Holy shit. Enfin, j'ai des jours hauts et des jours bas, mais sur les jours hauts, je suis à 5000 cal. Putain. Mais tu y arrives sans problème, tu te stuffes pas, c'est tranquille. Non, le seul truc qui est chiant, c'est d'aller à selle. Je vais au moins 8-10 fois par jour. Je sais pas. Le matin, juste au réveil, je me lève, je vais à selle. Pendant mon petit déjeuner, je vais à selle. Et après le petit déjeuner, je vais à selle. Avant l'entraînement, je vais à selle. Je rentre à la maison, je vais à selle. Le souffleur. Ouais, je fais le pigeon. Je fais le pigeon. Et c'est quoi du coup l'objectif là-dedans? L'objectif, alors, c'est d'arriver, je sais pas trop quand, on va dire l'année prochaine, donc 2024. Quelle période il faut que je regarde avec mon coach, mais à 120 kilos. 120 kilos? Ouais. 120 kilos. Donc 1m84, 120 kilos. 120 kilos, parce que le problème c'est que ma première compétition, je vais perdre énormément. Ouais, pour sécher de ouf. Ouais, en fait, le truc c'est que toutes tes premières compétitions, vu que tu as les anciennes graisses, etc., puis tu vas éliminer plein de flottes et tu es moins qualitatif au début. Et plus tu fais des compétitions, plus tu es qualitatif. En fait, tu vas perdre moins de poids. On va dire que les pros, ils vont perdre, je te dis une bêtise, mais entre 4 et 5 kilos, tu sais, entre off et on-season, tu vois. Ouais, ok. Et quand tu donc le gouffre entre off et on se rapetissait avec le temps. En fait, moi, je risque de perdre entre 15 et 20 kilos, tu vois. Fuck. En fait, mon coach, il me dit, il faut que tu arrives à 115. Non, il m'a dit 115, mais moi, j'ai dit, il faut que j'arrive à 120. Ok. Parce que, voilà, c'est... Ok. Et ta première compète, du coup? J'aimerais la faire septembre 2024. Et tu vises la carte pro? Non. Pas du tout? Non, tu sais pourquoi? Parce que le problème, et ça il faut être réaliste, il faut aller step by step. Le problème c'est que, ok, c'est bien d'avoir une carte pro, d'accord? J'arrive, ouais, j'ai fait une vidéo, une carte pro. Ouais. Mais après le gouffre il est tellement énorme. Ah ouais? Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi mon coach, c'est que je voulais un coach qui a les pieds sur terre et qui t'envoie pas au charbon pour que dans 2 ans tu sois fini, tu vois. Ok. Le problème c'est que maintenant, en fait, les IFBB, tout ça, eux, ce qu'ils font, c'est que
ils gagnent de l'argent en vendant des cartes pour à les organisateurs. Par exemple, ils vont vendre, voilà, tu organises une compétition, tu veux acheter des cartes pro pour attirer des gens. D'accord. Bah, IFBB, il va te dire, voilà, nous on vend les cartes, c'est 5000 balles la carte. Tu l'achètes? Ouais, enfin, ceux qui organisent la compétition. Ah, pour les donner, d'accord, d'accord. En fait, ceux qui organisent la compétition, ils disent, voilà, il y a 2 cartes à gagner. Et du coup, les gens viennent et s'inscrivent. Ah, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Okay. Et en fait, le truc, c'est que il faut bien qu'ils gagnent de l'argent. Donc, les cartes, c'est à gogo. À l'époque, tu vois, et j'en parlais avec mon coach, il me disait, parce que moi, j'ai toujours un peu traîné dans le milieu du body, ça m'a toujours intéressé, tu vois. Et à l'époque, les pros, c'était les pros. Ouais. Maintenant, tout le monde peut être pro. Si tu regardes sur Instagram, tout le monde est marqué IFBB pro, etc. Ouais. Mais au final, le problème, c'est que si tu as une carte pro, ok, d'accord, tu as une carte pro, super, tu vas faire la compétition avec les pros. Ben, la prochaine compétition que tu risques de gagner, c'est dans longtemps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et en fait, tu risques de te dégoûter. Tu as meilleur temps de rester amateur, par exemple de faire quelques compétitions amateurs, etc. Après, de faire monde amateur. Et après, quand tu as gagné monde amateur, etc., là, passer pro. Okay, parce qu'après, ton niveau est moins dégueulasse que si tu passes d'un niveau amateur à pro. Que de... Ah, je comprends. Tu vois? Ah, donc, oui, parce que du coup, c'est l'aspect mental, surtout de ne pas se retrouver dégueulasse face à des mecs qui ont une expérience monstre. Et surtout avoir la qualité physique, tu vois. Après, le truc, c'est que je me lance dans ce domaine-là en sachant que j'ai des soucis, je peux dire ça, vu que j'ai une jambe plus courte que l'autre, tu vois. Ouais. J'ai une asymétrie, peut-être de 2 cm. Tu penses que ça se voit? Ça se voit. Ça se voit, mais le fait, ce que j'aime du body, c'est qu'il faut savoir cacher ses défauts. Ouais. Et ça, je vais devoir apprendre à y cacher en me posant. Mais il m'a dit, franchement, j'ai montré mon corps à mon coach, il le voit, etc. Il m'a dit, franchement, ça se voit pas trop, si t'arriveras à le camoufler, tu vois. Ouais. Mais je pars déjà avec des épines sous le pied, tu vois. Donc, je me lance là-dedans, d'un côté pour connaître plus en tant que coach, parce que ça va me permettre d'apprendre des nouvelles choses, tu vois, tout ce qui est sèche, etc. Et tout ce qui va avec, tu vois, il faut dire les choses comme elles sont. Le body, c'est un sport où il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas en parler là parce que ça sert à rien, tu vois. Je préfère apprendre et après pouvoir en parler. Mais ouais, vu que je veux être coach et que le monde du fitness intéresse beaucoup, de pouvoir mettre en pratique des choses que tu apprends et après le mettre surtout sur des autres, c'est incroyable, tu vois. Ok. Mais j'ai pas envie d'arriver de dire, voilà, il y a des gens ils veulent se préparer juste pour l'été. Ouais. On en connaît tous, il y a des clients, ils veulent, je vais sécher pour l'été. Bien sûr. Tu peux lui faire une belle sèche, mais toi, tu connais ce que c'est que faire une sèche de compétition, puis tu peux peut-être lui mettre des trucs comme pour la compétition, tu vois. D'accord. Donc, ok. Mettre en pratique ce que tu... Et l'objectif, ce serait d'en vivre un jour ou t'es pas d'autre... Du body? Ouais. Non. Du tout, c'est juste une période... C'est juste une période. J'ai envie d'approfondir mes connaissances, tu vois, dans ce milieu-là. Et surtout de pouvoir dire, oui, j'ai fait, et ça m'a toujours plu, tu vois. J'ai toujours eu ce truc de physique, de mater des beaux physiques, tu sais, de scène, etc. Et quand j'avais arrêté le football américain, quand je me suis fracturé la main, j'avais contacté justement le coach que j'ai maintenant. Ok. Et j'ai jamais été le voir parce que justement les Sioux m'avaient contacté pour me dire que là, l'équipe allait du feu de Dieu. Ouais. Et du coup, en fait, j'allais commencer le body. J'ai repoussé le truc et j'ai dit... Et en fait, moi, là-bas, je devais arrêter le football américain à 33 ans. Et après, me lancer dans le body. Et finalement, blessure à l'acromioclaviculaire. J'ai dit, vas-y, je commence maintenant. Ouais, je me souviens l'année dernière, quand tu m'as dit j'arrête, j'ai fait quoi, sérieux? Ouais, j'ai dit, là, c'est bon. Donc, du coup, j'ai commencé 2 ans plus tôt. Puis, je pense à la bonne période. Tu sais, pas commencer trop tôt non plus. Parce que suivant comment, tout ce qui est avec le body, ça peut complètement le dérégler. Bien sûr, ouais. Et là, je me dis que c'est le bon âge, tu vois. Donc... Why not? Ok. En termes de... Je pensais à autre chose. C'est... parce que là, j'essaie de voir un peu comment tu traces ton objectif. C'est de République Dominicaine. Est-ce que tu as des projets d'expatriation potentiels? J'en avais. T'en avais? J'en avais. Mais te barrer là-bas ou ailleurs? Ouais, me barrer là-bas. Moi, j'ai toujours été... soit me barrer là-bas, soit me partir. Si j'avais été célibataire, je serais parti, je pense, dans un autre pays. Ah ouais? Ouais, donc là, tu es en train de mettre toute la pression sur Morgane en disant, ouais, si j'étais célibataire, je serais parti, mais du coup, je pars pas. Non, même pas. Mais au final, le problème, c'est que, c'est bête à dire, mais avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que ça va devenir, et il faut dire les choses comme elles sont. En Suisse, on est bien. C'est vrai. On est très bien. Et en fait, il y a le rêve de vouloir partir.
et tu as ce que tu as ici. Moi, je sais que j'ai genre un travail en or. J'ai une situation en or ici. Tu vois, genre, je suis bien. Franchement, je peux pas rêver mieux. Et si je pars, ok, d'accord, je risque. Tu lâches beaucoup. Je lâche beaucoup. Beaucoup trop. Et j'ai cette sécurité-là. Et c'est le problème d'avoir cette sécurité, c'est que c'est de se dire, putain, est-ce que je lâche cette sécurité-là? Et après, si je venais à gagner beaucoup d'argent, vas-y, là, je dis, vas-y, j'essaye, tu vois. Mais... Donc, de switcher, en fait, d'avoir ton entrepreneuriat qui passe devant, qui rapporte plus potentiellement que ton travail, et là, tu considérerais 2 fois plus, alors. C'est-à-dire que ce serait des très gros salaires, mais... Ok. En plus, en Suisse, vous avez des bons salaires. Des bons salaires, ouais. Mais non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, je suis en train de regarder, gentiment, mais... T'aurais des idées pour aller où, si jamais ça se passait? Ça se passait, tu sais, moi, c'est bête à dire, mais je suis bien parti au Canada. Ouais? Ah, cool. Canada, j'aime beaucoup la mentalité. Après, quel côté? Tout ce qui est Québec. Québec, ouais, français. Moi, j'ai été 6-7 fois au Québec. Putain, nice. À cause du hockey. C'est... Je suis jamais allé. T'as jamais été? Non. Et après, je serais parti en République Dominicaine, tout simplement. Mais le problème, c'est que un peu plus chaud, mais après, moi, je connais la République Dominicaine comme les gens ne le connaissent pas. Bien sûr. Je connais la vraie République Dominicaine. J'ai vu des trucs qui... C'était d'un coup, t'arrives, t'es en voiture, tu vois tout le monde courir, tu fais bon, on fait marche arrière. Ah ouais? Ça tire de partout et tout. Wow. J'ai connu la République Dominicaine dans les faces sombres et avec les... J'ai beaucoup d'amis policiers vu que ma famille sont tous policiers militaires. Et je connais aussi la face sombre avec tout ce qui est quartier chaud. Et tu te dis, t'es dans ta voiture comme ça, d'un coup, il arrive un gars qui te sort le flingue, tu sais. Ah oui, ça arrive pas spécialement. Tout le monde dit en République dominicaine, si tu t'es pas fait braquer une fois, t'es pas dominicain. Ok. C'est moi, quand je suis en République dominicaine, c'est 0 chaîne, téléphone Alcatel. Sérieux? Des fois, je me balade avec de l'argent dans les chaussettes cachées. Oh putain, ça donne pas envie. Et tu sais, moi, genre, tu peux essayer de me braquer, je fais tiens, je regarde même pas, je fais tiens, j'ai même pas vu ton visage et tout. Ouais. Mais je fais super attention. Et en fait, plus je vieillis, plus je me rends compte de ce que j'ai en Suisse et tout ce qu'on a, même l'administration, tu sais, je voulais acheter en France parce qu'en Suisse, acheter, c'est un peu compliqué. Ok. Et en fait, quand je vois l'administration en France, etc. Là, tu démarches un converti, là. Ouais, tu vois, c'est le problème. Et puis, finalement, je suis bien. Je suis bien, tu sais, genre... Ici, je suis dans mon petit quartier juif, tu sais. Ah ouais? Ouais, je suis bien, donc les gens sont sympas. Ou j'ai peut-être pris une amende sur ta voiture, là. Tu sais, les seules nuisances que j'ai, c'est les Lamborghini qui passent là, les Ferrari et tout. Donc, ça va très bien, tu vois. C'est vrai que la Suisse, de ce côté-là, ils ont été très, très smart, je trouve. Ouais. Mais bon, c'est pas le débat. Mais ouais, bah écoute, cool. Merci pour cette conversation. C'était bien parce que j'en ai appris vachement sur toi et je pense qu'il y en a plein qui vont apprendre vachement plus qui est le vrai Choco Lebert. Du moins, le personnage qui se cache derrière le Choco Lebert, c'est cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? On peut me retrouver sur Instagram. Ouais, principalement. Choco Lebert. Principalement, je suis pas mal disparu un peu de partout. Ouais, c'est vrai que t'étais plus trop actif là. Non, je suis plus trop actif. On va dire qu'avec mon nouveau sport, enfin le body, comme j'ai pris 17 kilos, tu sais, je suis fatigué. Okay. C'est un truc qu'on dit pas en fait. C'est que en fait, quand tu prends 17 kilos, t'es fatigué tout le temps. Et tu sais, t'as la motivation de rien, tu sais, genre... Oh shit. C'est dur, hein. T'es gros, quoi. C'est ça. 17 kilos de muscles ou de gras, ton corps, il subit la même chose. Hein. Donc, ouais, Choco Lebert sur Instagram. Sur YouTube, Choco Lebert aussi. Choco Lebert. Choco Lebert partout. Pourquoi Choco? Choco, parce que ça... Alors, à l'époque, quand je faisais du hockey, il y avait un dessert qui s'appelait le Choco Magique. Et il y a un joueur du Genève Servette là, qui joue encore, je crois qu'il a arrêté cette année, Benjamin Antonietti. Je jouais avec lui, puis il me fait « Ah putain, Choco Magique, je vais t'appeler Magic Choco ». Et en fait, ça a été mon premier surnom. Ça a été mon deuxième surnom parce que mon coach m'appelait Black Power à l'époque. Ok, mais Magic Choco, je trouve c'est terrible. Et en fait, j'ai encore un vieux t-shirt des Genevasios, je crois que je l'ai plus, c'est marqué Magic Choco derrière. Et pourquoi t'es passé à Choco Lebert? Choco Lebert, parce qu'en fait... Parce qu'en plus, Bert, pour un français, c'est imprononçable, les gens disent beer. Ouais, beer, ouais, Choco le beer. Ouais, voilà, il y en a plein. Hein. Alors, parce que il y avait un groupe de potes du foot américain, ils avaient un délire de bear, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, pour leur rendre un clin d'œil, tu vois. Nul.
Je dis vas-y. Magic Choco. En fait, il s'appelait Nano Bear, Timmy Bear, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai dit vas-y, nul. Je fais un clin d'œil et j'aime. Moi, je dis tu switch back Magic Choco. Moi, je trouve que c'est terrible. Mais en fait, j'ai changé. En fait, quand j'ai commencé ma chaîne, et c'est là où en fait tu vois où j'ai été loin, c'est que j'avais ce surnom Magic Choco. Et en fait, je suis arrivé, je dis je vais commencer YouTube. Mais je peux pas arriver sur YouTube avec Magic Choco. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'allais me faire taguer. En fait, je voyais déjà. Ah, mais tu vois, ça c'est légitime, mais ça fait chier. Parce que du coup, parce que tu t'es dit, je vais me faire tailler, je le fais pas. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis dit, il me faut du merchandising après dessus. Parce que, imaginons, on sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Genre, qu'est-ce que je fais avec un Magic Choco? Je fais une étoile, voilà. Et en fait, je me suis dit, il y a des trucs en fait, j'ai cherché le truc, quel animal je peux choisir. En fait, j'ai cherché, et en fait, au final, je me dis, ah putain. Ours, oh putain, Choco le Bear et tout ça. En fait, je voyais le personnage de ma couleur, le logo agressif et tout ça. Et en fait, tu peux créer tout un storytelling là-dessus. Et c'est là où tu regardes dès le départ, en fait, avant de commencer. Je commence pas quelque chose sans savoir le futur. On sait jamais ce qui peut se passer. Et au final, ben, j'ai gardé ça, puis voilà. Ok, intéressant, mais je te suis parce que moi j'ai du merch aussi, comme tu as pu le voir, et je vais te montrer ma prochaine collection. Elle est très cool, j'ai pensé un peu comme ça. Et il y a des trucs à faire. Ok, bah écoute, je pense que c'est pas mal. Yes. 1h47, bordel, mais c'est de plus en plus long ces épisodes. Bon, bah cool, on sait où te retrouver. Je suis super content d'avoir eu cette conversation avec toi, c'est cool. Ceux qui veulent le retrouver, évidemment, Choco le Bear, tapez pas Magic Mike, même si vous souhaiteriez que ce soit Magic Mike, je trouve ça le flow, c'est ouf. Laissez une review sur le podcast, je le répète à chaque fois. Abonnez-vous sur Spotify, si vous écoutez sur Spotify, c'est extrêmement important. Allez checker sa chaîne parce que tu vas refaire de la vidéo un peu ou pas? Je vais refaire de la vidéo, ouais. Voilà, il va refaire de la vidéo. Il s'y engage. Tu t'y engages? Je m'engage en 2024. Cool. Bon les gars, on se retrouve la semaine pro. Peace. Ciao.